Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir encore une fois en virtuel pour ce troisième événement du cycle de conférences, du premier cycle de conférences de la chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs. Donc, ce soir, on a le plaisir d'accueillir Maître Jules Godin, qui va nous entretenir de l'usage des actifs numériques au service de l'entreprise. Donc, on aura l'occasion d'en discuter. C'est vraiment une question d'actualité. Encore ce matin, dans le Devoir, on parlait des NFT. On aura peut-être l'occasion d'en discuter pendant la période de questions. Donc, permettez-moi de prendre une petite minute pour présenter Maître Godin d'entrée de jeu. Donc, Maître Godin, il est avocat au sein du cabinet Robic, et non Roderick, Robic. Il se spécialise donc en propriété intellectuelle et en technologie émergente. Donc, Maître Godin, même s'il est jeune, il a déjà une vaste expérience donc, dans le domaine des nouvelles technologies et de la chaîne de blocs. Je faisais une petite recherche, on le voit partout sur les fils d'actualité. Je regardais les dernières conférences que vous avez prononcées. Entre autres, faut-il encore étudier le droit si l'intelligence artificielle vient remplacer les avocats? Donc, enfin, on aura aussi peut-être l'occasion d'en discuter, mais tout ça pour vous dire que Maître Godin, il est très actif donc, dans l'écosystème des technologies émergentes et de la chaîne de blocs. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole, Maître Godin. Merci pour cette belle présentation. Effectivement, aujourd'hui, on va parler d'usage des actifs numériques au service de l'entreprise. Puis, j'ai pris la volonté de plutôt m'axer sur peut-être présenter des exemples pratiques de choses qui ont eu plus ou moins de succès ou qui ont peut-être permis de mettre un peu en lumière des enjeux à propos de l'utilisation de ces actifs numériques. Et essayer un peu peut-être de vous donner les clés à titre de jury, soit peut-être à titre même de société, sur la meilleure manière peut-être de mettre en œuvre la chaîne de blocs dans le cadre de votre entreprise, parce que après plus de 10 ans maintenant à parler de la chaîne de blocs, ce n'est pas la première fois que j'aurai quelqu'un me dire on veut faire de la blockchain sans savoir pourquoi on veut faire de la blockchain. Et c'est dommage parce que ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que quand on regarde les chiffres, c'est que la blockchain, c'est vraiment devenu quelque chose de gros par tout un tas de projets très différents. Hein. Comme on le mentionnait, il y a quand même la question des NFT qui, je pense, a été le mot de l'année 2021, ou qui du moins a été sacré mot de l'année 2021, avec des annonces plus pharaoniques les unes que les autres. Hein. Je veux dire, je pense que l'annonce en mars dernier de la vente de l'œuvre Every Day is the First 5000 Days par Beeple pour 69 millions de dollars pour un NFT, hein, qui ne donne pas un droit de propriété sur l'œuvre, juste un droit sur le jeton, avait fait tourner quelques têtes et je pense avait aidé à propulser un peu cette technologie sur le devant de la scène. On a eu aussi tout ce qui est les NBA Top Shops, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, qui est aussi un extrêmement grand succès pour la NBA, avec pas moins de 472 millions de dollars en revenus pour eux au premier trimestre 2021. Puis des revenus qu'on va voir qui sont des revenus avec des faibles coûts derrière. Et enfin, peut-être plus récemment, on a eu quand même Constitution DAO, puis on aura l'occasion aussi pareil d'expliquer ce qu'est un Decentralized Autonomous Organization, hein, les DAO, les organisations autonomes décentralisées, qui avaient réussi à récolter 47 millions de dollars pour tenter d'acheter un exemplaire de la Constitution américaine. Donc tout ça, ça prouve quand même qu'on a un écosystème blockchain qui vit, qui a de l'intérêt avec des gens qui ont des fonds, qui sont prêts à investir dedans parce qu'il y a un intérêt pour la technologie, pour ses applications. Et ce qu'on se rend compte de la même manière, c'est que c'est pas si peu récent que ça, tous ces enjeux-là. Hein. Je veux dire, par exemple, le NFT, c'est vrai qu'on parle souvent du NFT de Beeple parce que ça a été la plus grosse vente de 2021. Mais quand on a eu les premiers NFT qui ont commencé à apparaître, l'un des premiers, je dirais, NFT Internet History qui s'est vendu, ça a été Jack LaPointe, le créateur de Twitter, qui a créé un jeton sur sur le premier tweet qui a jamais existé sur la plateforme et qui a réussi à le vendre à 2,9 millions de dollars. Donc, encore une fois, des montants qui surprennent. Mais quand on parle d'actifs numériques de la blockchain et qu'on essaye un peu de sortir
de la simple crypto-monnaie qu'on connaît peut-être un peu tous mieux aujourd'hui, hein. Je veux dire, ça commence à faire le tour du poteau maintenant. Ce qu'on se rend compte, c'est que la question peut-être des actifs numériques, puis j'aime bien rattacher ça à NFT, hein, on verra un peu plus tard pour ça, pourquoi, c'est qu'on a les CryptoKitties, qui est quand même une initiative qui avait été lancée en 2018, hein, une initiative canadienne, hein, notons-le bien, par Dapper Labs, où c'était un petit jeu qui vous permettait d'acheter, de collecter et d'élever et de vendre des petits chats numériques. Vous pouviez les faire se reproduire entre deux versions d'un petit chat pour créer un nouveau chat duquel vous aviez un jeton unique. Et en fait, c'était la titularité de ce jeton unique qui vous permettait de savoir si vous déteniez tel ou tel chat. C'était tout à fait possible après de les vendre, de les échanger et de créer des revenus à partir de ces petits chats. Ce qui était peut-être important à noter, c'est et puis ça, pareil, on aura l'occasion d'en parler après, c'est que détenir ce jeton, ça vous donnait accès à une licence Nifty, qui était une licence assez limitée pour l'utilisation de l'image des chats que vous déteniez. Mais ça avait été un succès tellement important puisque au lancement d'une vente en 2018 d'un chat, ça avait carrément ralenti le réseau Ethereum à tel point qu'il y avait eu des gens qui s'étaient demandé à quel point il faudrait pas créer une blockchain spécifique à CryptoKitties. La suite de l'histoire, au final, ça a été un bon succès, hein. Ça a permis de lever plus de 18 millions de dollars pour Dapper Labs. Et Dapper Labs, aujourd'hui, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la création de solutions par actifs numériques, puisque c'est eux qui sont responsables de la solution NBA Top Shop, qu'on verra un peu plus tard. Et ils ont aujourd'hui une estimation, enfin une valuation à plus de 2 milliards de dollars, il me semble, avec leur dernière levée de fonds. Donc, la preuve que quand on se lance dans l'univers blockchain, dans l'univers de la création d'actifs numériques par la blockchain, il y a de l'argent à se faire. Puis peut-être beaucoup plus récemment, on a eu les annonces de Twitter et Meta qui ont un peu boosté aussi cet intérêt pour les blockchains et les actifs numériques en lien avec cette technologie. L'annonce du métavers de Meta, hein, qui a relancé l'intérêt pour la blockchain, je dirais, de manière assez globale, dans le contexte d'un Web 3.0, du Web 3 qu'on attend beaucoup, avec l'idée de permettre aux utilisateurs de participer, de détenir un peu ce sur quoi ils investissent et ils créent, et peut-être de créer une plateforme plus ouverte et décentralisée. On a eu aussi les annonces de Twitter et de Meta qui veulent proposer que les gens qui détiennent un NFT puissent l'afficher à titre de photo de profil avec un petit certificat pour dire voilà, je détiens ce NFT, j'ai le droit de l'utiliser à titre de photo de profil. Mais encore une fois, ce qu'on va se rendre compte, c'est comme dans beaucoup de choses de la blockchain, c'est que ça fait élever beaucoup d'interrogations et de critiques sur ces nouvelles fonctionnalités. Il y en a toujours, il y a un certain nombre de critiques à propos des NFT, je dirais, que je qualifierais d'artistiques, qu'on verra. Mais ça crée aussi tout un tas de questions à propos de l'utilité de la blockchain pour le grand public et peut-être le côté un peu buzzword de cette technologie face à des technologies de soutien qui seraient peut-être moins énergivores et plus vertes sur le long terme. Mais comme dès que je parle de blockchain ou de quoi que ce soit qui a lien avec la blockchain, je préfère tourner à la base. Petite et promis très petite introduction sur ce qu'est, ou rappel pour certains, sur ce qu'est la blockchain. Surtout qu'on n'a pas toujours la même manière de l'expliquer. Parce que la blockchain, ça reste quand même la base de tout ce qu'on va voir en matière d'actifs numériques aujourd'hui. Donc, chaîne de blocs, c'est une base de données distribuée et décentralisée qui permet de stocker des transactions en ordre chronologique sous forme de blocs liés les uns aux autres. C'est la définition la plus courte et la moins digeste que j'ai pu trouver à ce jour sur la blockchain. Mais il y a quelques éléments qui, je pense, sont très importants à retenir dès qu'on parle de cette technologie. D'abord, c'est une technologie qui est distribuée, décentralisée. Donc, il n'y a pas une seule autorité qui est en contrôle. On parle vraiment de quelque chose qui est réparti entre plusieurs utilisateurs qui sont tous des acteurs actifs de sa gestion et de son bon fonctionnement. Ça permet de stocker des transactions, hein. Le terme transaction, c'est le terme qui est le plus souvent utilisé, mais je dirais que ça a une définition assez large. En ordre chronologique, c'est peut-être le plus important parce que c'est vraiment cette idée de créer une chaîne de blocs qui vont s'attacher les uns aux autres et qui sont soudés les uns aux autres. On ne peut pas enlever un bloc d'une chaîne et espérer que le reste de la chaîne ne s'effondre pas. Et liés les uns aux autres, là, ça renvoie à tout cet aspect de cryptographie et de sécurisation de la blockchain où il y a une petite partie du bloc précédent qui est intégrée dans le bloc suivant avec des clés de vérification et tout ça. Et donc, l'idée initiale de la blockchain, c'était quand même de créer un outil qui permettait de supprimer les intermédiaires de
confiance. C'était de venir dire, peut-être qu'aujourd'hui, plutôt que d'avoir une autorité centralisée qui est capable de, par exemple, valider une transaction bancaire parce que j'ai accès aussi bien au compte de la personne A qu'au compte de la personne B, si on est tous d'accord pour chacun tenir notre petit registre noir et s'entendre sur la personne A détient 10 bananes et moi, je détiens 5 bananes, s'il m'en donne 5, je vais en avoir 10 et lui, il en aura 5, et qu'on a tous le petit même livre noir, le petit même registre, on est capable d'avoir un réseau dans lequel on n'a pas besoin d'avoir un intermédiaire de confiance. Bien sûr, ça se pose des enjeux en soi, mais on aura l'occasion de l'évoquer un peu plus tard. Pour s'assurer que le réseau fonctionne, on passe par des nœuds qui sont donc des utilisateurs qui vont décider de venir vérifier et valider les transactions. L'idée, c'est que par différents moyens, toutes les blockchains n'utilisent plus forcément les différents moyens. Le système le plus courant et qu'on a le plus l'occasion d'entendre parler, c'est celui du Bitcoin, du Proof of Work, où on va faire réaliser par un ordinateur toute une série d'équations mathématiques, de problèmes mathématiques pour valider la transaction et valider le bloc. Pour qu'on crée un bloc qui va contenir tout un certain nombre de transactions, on va les mettre dans le reste du réseau et tous les autres vont s'assurer que le bloc en question est bien un bloc qui nous paraît être légitime et l'inscrire à son registre. Et ainsi, on va avoir au fur et à mesure une propagation de la transaction et tout le monde aura la même information à jour inscrite dans son registre. Et comme je disais, l'idée, c'est de créer une chaîne qui est inaltérable. Et tout ça, ça passe par un système de cryptographie où on va inclure une partie du bloc précédent dans chaque nouveau bloc pour s'assurer qu'en fait, ils soient liés indépendamment les uns des autres. Et donc, je ne peux pas commencer à dire, si j'ai mon bloc A, B et C, je ne peux pas commencer à inverser mon bloc B et C, parce que d'un seul coup, les bouts des deux côtés ne vont plus correspondre et toute la chaîne va s'effondrer. C'est ce qui permet aussi d'éviter d'annuler une transaction, par exemple, parce que ça nous demanderait de revenir dans le passé, d'annuler une transaction, de dire ça n'est jamais arrivé, moi je détiens toujours mes 1000 bitcoins, parce qu'après il faudrait que je recalcule tout le restant de la chaîne. Et donc, bien plus la transaction est ancienne et longue, plus ça demanderait une puissance de calcul phénoménale à tel point que c'est aujourd'hui difficile à l'imaginer. Et donc, c'est ça qui permet d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui une chaîne inaltérable. Un des outils, peut-être une des applications les plus concrètes de la blockchain, ça a été la possibilité de créer des actifs digitaux dont on connaît l'existence. Parce que, on ne va pas se mentir, l'idée de créer des actifs digitaux, ce n'est pas une idée qui est sortie en 2008 soudainement, mais avant, on avait un peu ce problème de duplication, le copy and paste issue. L'idée de dire, c'est si aujourd'hui, vous détenez une photo sur votre ordinateur et que vous voulez me l'envoyer, parce que vous dites, je vais te vendre la photo, techniquement, vous la glissez dans le courriel, vous me l'envoyez, et vous avez encore une copie de cette photo. Vous m'avez juste vendu une copie de la photo. Je n'ai pas la garantie d'être le seul titulaire de cette photo, parce que je n'ai aucun caractère d'unicité, de non-fongibilité de celle-ci. Et donc, dans cet aspect-là, c'est là où la blockchain vient un peu résoudre ce problème, parce qu'on est capable de créer des actifs qui sont potentiellement fongibles ou non fongibles, mais surtout de s'assurer qu'on est tous titulaires de la même information pour savoir qui aujourd'hui détient tel actif, quelle est la quantité d'actifs qu'il détient, et surtout de s'assurer de suivre exactement où vont ces actifs entre les différents acteurs du système. Et donc, de créer, comme on le disait, un réseau décentralisé dans lequel chacun détient l'information sur la titularité des actifs qui sont échangés au sein de ce réseau. Comme je disais, historiquement, la blockchain, les premiers, je dirais, actifs qu'on a vu sortir, c'est tout ce qui est les actifs fongibles avec les crypto-monnaies. Le Bitcoin a un certain âge. Maintenant, j'ai le souvenir de transactions à des dizaines de cents il y a un certain nombre d'années. Les prix ont bien changé. Mais très tôt, quand même, on ne va pas se mentir, il y avait quand même la volonté de se dire peut-être que c'est aussi un outil qui va nous permettre de créer des vrais actifs numériques et des actifs non fongibles où on serait capable de, par exemple, transactionner des biens immobiliers directement à partir d'une blockchain parce qu'on serait capable de s'assurer qu'il n'y ait pas une duplication, par exemple, d'un titre de propriété. Quand vous m'envoyez le titre de propriété, vous n'en gardez pas une copie pour vous et qu'on ne risque pas d'avoir un problème par la suite. Mais on a beaucoup parlé d'actifs numériques et j'aimerais qu'on vienne peut-être le définir avant de s'intéresser aux différentes solutions que j'avais peut-être en tête aujourd'hui, dont je voulais parler.
Les actifs numériques, c'est pareil. C'est une définition qui existe depuis un certain temps. D'abord en langage informatique, je veux dire un actif numérique en matière de code ou de gestion de base de données, c'est des notions qui existent depuis un certain temps. On est venu plus la raccrocher à la gestion, je dirais, de patrimoine et à la gestion légale dans les dernières années. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de s'intéresser à la définition générale qui est donnée par différents organismes. Je trouve que la définition de l'Office québécois de la langue française de l'OQLF est assez pertinente aujourd'hui dans les applications qu'on voit, puisqu'on parle vraiment d'un élément d'actif incorporel sous forme numérique qui peut avoir une valeur pécuniaire, mais qui n'est donc pas obligé d'en avoir une, et qui s'inscrit dans le patrimoine d'une personne physique. Et quand on lit un peu les exemples que l'Office nous donne, eux, ils listent les crypto-monnaies, les comptes bancaires en ligne, tout le contenu numérique acquis, donc les photos, les vidéos, ce genre de choses-là, mais même les sites web, les logiciels, ou tout genre de choses. Donc vraiment une définition qui, on se rend compte, est quand même assez large et qui a volonté un peu de dire que voilà, tout ce qui se rattache à quelque chose qui pourrait s'inscrire dans votre patrimoine et qui est sous forme numérique pourrait être un actif numérique. En comparaison, j'aime bien souvent opposer cette définition à celle qui a été donnée par l'État français dans le journal officiel il y a quelques années maintenant, et en 2017, il me semble, où la définition est un petit peu plus restreinte sur certains aspects, où cette fois-ci, on vient dire c'est un actif constitué par des données numériques, et donc pas juste un élément d'un actif qui est sous forme numérique, dont la propriété ou le droit d'usage est un élément du patrimoine d'une personne physique ou morale. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a exclu quand même tout ce qui est la question de la valeur pécuniaire, et on se rattache beaucoup plus à la question des données numériques et à la question de la propriété et d'un droit d'usage qui s'inscrirait dans le patrimoine. Définition un peu plus restreinte, mais qui va s'expliquer parce qu'on va se rendre compte qu'en France, il y a eu un travail législatif, je n'ai pas envie de dire important, mais qui a fait ses preuves, on va dire, ou du moins qui demande qu'il y a eu des efforts qui ont été mis en place pour essayer de venir encadrer la question des actifs numériques par le droit. Et on se rend bien compte d'ailleurs que cette définition est un peu plus limitative parce que quand on va voir au journal officiel les exemples qui sont donnés d'actifs numériques dans le langage courant, ils parlent de contenu multimédia, de logiciels, de la licence d'utilisation. Ça, c'est intéressant, on va le voir. C'est une des utilisations possibles des actifs numériques avec la blockchain, ou les cyberjetons. Et alors là, si on rentre sur la question de ce qu'est un cyberjeton, ce n'est pas encore très clair dans le journal officiel en langage courant. Donc, on va peut-être laisser tomber cette question-là aujourd'hui. Comme je disais, en France, il y a eu cette volonté de venir un peu définir, et c'est un peu les premiers qui ont tenté d'apporter une réponse, je dirais, en avant de tout ça, avec bien sûr ses défauts. Aujourd'hui, ils commencent à s'en rendre compte, mais qui a eu quand même la volonté de venir commencer à essayer de le distinguer, de voir comment on pouvait distinguer les actifs numériques des actifs plus traditionnels, et surtout exactement le type d'actifs que ça couvrait. Quand on lit, parce que tout ça vient avec la loi PACTE de 2019, qui a permis d'intégrer directement une définition de l'actif numérique dans le code monétaire. Mais on avait déjà une première notion en 2018 qui a été un peu réintégrée directement dans la définition qu'on retrouve aujourd'hui, depuis 2019, aujourd'hui dans le code et dans la législation. Et quand on lit un peu ce que recouvre un actif numérique, on comprend que ça couvre deux types de biens, je dirais. Un, d'abord, tous les jetons. Et un jeton, c'est défini comme tout bien incorporel représentant sous forme numérique un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé. Donc, une blockchain, les EEP, les DEEP, c'est les blockchains, permettant d'identifier directement ou indirectement le propriétaire du bien. Donc, l'idée, c'est vraiment de se rapprocher des jetons qu'on connaît traditionnellement, où la titularité d'un jeton peut vous donner des droits et vient représenter sous forme numérique quelque chose qui existerait en dehors d'une blockchain. Un point intéressant, c'est que dans le cadre de cette définition, il y a une volonté d'exclure spécifiquement les jetons qui ont des caractéristiques d'instruments financiers ou de bons de caisse. À l'époque, j'étais en France pour discuter de certains de ces enjeux-là. Et la volonté, elle était assez simple, c'était que l'AMF souhaitait quand même s'assurer
de ne pas se mettre un peu dans un coin de la pièce à devoir à chaque fois réévaluer exactement si un jeton pouvait être un instrument financier ou un bon de caisse. Et donc, leur volonté était de dire, voilà, le jeton, c'est tout ce qui n'a pas la volonté d'être un instrument financier et tout ce qu'on considère être un instrument financier, même si ça pourrait être un jeton, reste un instrument financier soumis à toute la législation et la réglementation sur cet aspect-là. Et de l'autre côté, un actif numérique, c'est aussi toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique et qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transféré, stocké ou échangé électroniquement. Donc, ce qu'on comprend, l'idée, avec ça, c'est de couvrir en fait toutes les crypto-monnaies, toutes les valeurs qui ne seraient pas émises par une banque centrale ou par une autorité publique, pas forcément attachées à une monnaie ayant cours légal ou d'ailleurs à un autre type de valeur. Je veux dire, aujourd'hui, vous pouvez tout à fait commencer à émettre votre propre crypto-monnaie. Ce n'est pas très compliqué. Et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie. Encore une fois, la volonté ici, c'était de s'assurer qu'on ne commençait pas à admettre que les crypto-monnaies pouvaient avoir un quelconque statut juridique en droit français et qui est accepté par des personnes physiques ou morales. Et là, le point important que j'aime bien souligner, comme un moyen d'échange. Et le moyen d'échange avait fait l'objet d'un certain nombre de discussions à l'époque parce qu'il y avait la volonté de souligner que oui, ça pouvait être une valeur, je dirais une valeur monétaire au sens social du terme, où l'idée c'était de venir dire, voilà, une monnaie n'a pas de valeur intrinsèque, ça n'a que la valeur dans le contrat social qu'on lui donne, ou un moyen d'échange dans le sens où si je donne, si j'insère un petit jeton dans la machine électronique, la machine va s'allumer parce que c'est le moyen d'échange qu'il faut. Donc, vraie volonté en France de venir délimiter un peu cette nouveauté avec donc l'actif numérique qui se scinde entre à la fois les jetons utilitaires ou les utility tokens, comme on le voit maintenant de plus en plus être évoqué, notamment aux États-Unis, avec cette volonté donc d'exclure tout ce qui était les jetons financiers, les security tokens, comme eux, ils sont susceptibles de représenter des titres financiers puis d'être soumis à de la législation assez particulière. Et puis de l'autre côté, tout ce qui était les crypto-monnaies, qu'il s'agisse bien sûr des crypto-monnaies les plus connues, les bitcoins, les Ethereum de ce monde, ou même des crypto-monnaies privées, puisqu'après tout, la question s'était posée suite à ça de peut-être légiférer sur de la création de crypto-monnaies qui étaient par exemple lancées par des quartiers pour permettre de donner un boost à une économie locale ou ce genre de choses-là. Et de tout ça, en fait, ce qui en est sorti, notamment par l'excellent travail de Hubert de Hauptland, un spécialiste européen en matière de droit des marchés financiers, c'est une catégorisation des jetons qui est une catégorisation que j'aime bien parce que je trouve que ça couvre un peu tous les usages qu'on peut voir en ce moment. Peut-être pas tous les usages qu'il sera possible de faire, mais au moins tous les usages qu'on a tendance à retrouver. J'ai essayé aujourd'hui de vous trouver un exemple de chacun d'entre eux. Donc, on verra à la fin peut-être si vous avez réussi à identifier quel jeton était pour quel exemple. Mais donc, les jetons de titres qui ont des jetons avec des fonctionnalités d'un instrument financier. Ceux donc, qui sont en droit français, pas techniquement des actifs numériques, mais qui, dans d'autres droits ou dans d'autres législations, sont encore considérés comme des jetons, je dirais, at large, à défaut de faire une analyse au cas par cas pour déterminer si c'est une valeur mobilière ou un instrument financier. Les jetons de vote ou dits communautaires, qui sont des jetons qui permettent un mode de gouvernance décentralisé, où détenir un jeton, ça vous donne l'occasion et le droit de voter dans l'état de gouvernance qu'on est en train d'évoquer. Les jetons produits dérivés. Alors là, on se rapproche à nouveau un peu des instruments financiers, mais c'est des jetons qui sont des contrats à terme avec des options ou avec des swaps, donc plus sur des marchés financiers. Les jetons actifs, qui, eux, représentent les droits sur des actifs non financiers. L'exemple type, c'est par exemple sur des biens immobiliers, sur une œuvre d'art ou sur ce genre de choses. Et enfin, les jetons de paiement. Et là, la volonté à l'époque était vraiment de proposer une catégorisation des jetons at large, puisque les jetons de paiement, c'est ceux qui agissent comme un mode de paiement ou d'échange de biens et de services, soit que ces jetons soient non fongibles, comme je disais, parce que j'ai un jeton qui est identifié comme tel avec une valeur très spécifique qui est accordée à ce jeton,
je peux l'utiliser pour accéder à un service, ou bien c'est un jeton fongible comme une crypto-monnaie. À ce niveau-là, je peux m'en servir comme une valeur de paiement. Donc voilà, un peu les 5 catégories de jetons qu'on retrouve un peu aujourd'hui et 5 catégories, je dirais, d'actifs financiers qu'on va essayer peut-être de traiter dans notre exemple, dans notre présentation aujourd'hui. Avant de rentrer dans les exemples plus précis, j'aime bien quand même toujours faire un petit je dirais, détour par les NFT pour plusieurs raisons. D'abord parce que les NFT aujourd'hui renvoient à une idée de ce qu'est un actif numérique qui est, d'après moi, un abus de langage. Et qui ensuite font, des fois, je me demande à quel point, font peut-être plus de mal à l'adoption globalisée de la chaîne de blocs et des actifs numériques plutôt qu'autre chose. Un NFT, on peut en général, je vous dirais, surtout si on se rapporte aux NFT dont on peut lire dans la presse ou l'œuvre de Deepose qu'on a parlé au début, on peut le rapprocher d'un certain nombre de caractéristiques. D'abord, ça porte sur un type d'objet. J'aime bien parler d'objet en général parce que je trouve que ça recouvre vraiment tout un ensemble de droits ou de biens. Ça peut porter sur un bien comme un morceau de musique, une œuvre numérique, une apparence dans un jeu vidéo, ou même vous accorder un droit spécifique pour accéder à un logiciel ou ce genre de choses. Il faut bien sûr que le jeton soit non fongible pour illustrer son caractère unique et non interchangeable. Détenir ce jeton-là, c'est détenir ce jeton en particulier, et vous ne pouvez pas l'échanger avec un jeton équivalent. Ça veut dire que ça souligne bien sûr qu'il y a une quantité limitée de ces NFT qui sont disponibles, mais que donc si vous perdez un NFT, ou si vous le perdez dans un portefeuille auquel vous n'avez plus accès, c'est dommage. On peut se le dire comme ça. Et les NFT sont toujours créés à partir d'un smart contract pour lui attribuer des caractéristiques spécifiques. Quand on parle un peu des jetons artistiques, des fois, c'est toute la question, par exemple, est-ce que lorsqu'il y aura une revente du NFT que vous avez créé, est-ce que vous allez avoir le droit d'avoir un droit de suite et donc de récupérer une partie des profits sur les ventes subséquentes après la vente initiale, ou est-ce que vous allez, par exemple, pouvoir accorder certains droits spécifiques ou certains droits d'accès spécifiques à la personne qui détient un des jetons que vous avez émis. Et là où je trouve que des fois, on tombe de plus en plus dans la question d'un abus de langage, c'est quand on fait un peu cette distinction sur jetons utilitaires et jetons artistiques. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de NFT, on le rapproche très facilement de la question des jetons actifs dans la classification précédente, un jeton qui porte sur des droits ou qui est en lien avec un actif IRL, un actif du monde réel. Et ça a créé un peu cette sorte de dichotomie aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup de personnes, et même des gens qui sont dans le secteur de blockchain. Quand on parle de NFT, immédiatement, ça va les rapprocher de cette pensée du jeton artistique, avec tous les enjeux et toutes les questions de l'utilité d'un tel NFT, et même des fois le rejet par certains acteurs de l'univers blockchain devant ces NFT qui vont être admis un peu comme un gimmick plutôt qu'une vraie application de cette blockchain, alors qu'en soi, un NFT, c'est un non-fungible token, c'est un jeton non fongible, et ça peut recouvrir bien des utilisations différentes, comme on le verra après. Donc voilà, peut-être toujours garder en tête, et ça, je le mets aussi à titre de disclaimer, je dirais, c'est que des fois, ça m'arrivera probablement de parler de NFT, mais à chaque fois, je parle d'un jeton en termes général, des jetons utilitaires, et plus de sa fonctionnalité non fongible plutôt que de renvoyer aux jetons dits artistiques. Et comme je disais, moi, des fois, ce que je me rends compte, et surtout dans la dernière année, c'est que peut-être que l'explosion des NFT artistiques a fait peut-être plus de mal que de bien à la technologie de la chaîne de blocs et à son adoption, parce que ça a créé un peu tout un tas d'attentes et d'incompréhension, parce qu'il y a eu parfois des vulgarisations qui ont été faites et qui ont pris des raccourcis un peu trop courts, où les gens, quand ils obtiennent des NFT, s'attendent à se dire j'ai acheté un NFT, j'ai acheté l'œuvre avec laquelle il est associé, ce qui n'est pas le cas, encore une fois. Et ça, c'est toujours le point que je rappelle quand on parle de NFT artistique avec des clients ou avec des gens qui veulent commencer à se lancer dans ce type d'émission, c'est que détenir un NFT, vous détenez un jeton sur une blockchain, mais vous ne détenez pas forcément un quelconque droit spécifique et surtout un droit de propriété sur l'œuvre ou sur le bien auquel il est associé. Et ça, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de le découvrir des fois à leur dépens, et qui n'ont
jamais vraiment fait attention aux droits qu'ils avaient obtenus quand ils obtenaient un NFT. Parce que souvent, les droits qui vont être obtenus vont dépendre de la plateforme qui a été utilisée pour minter un NFT, pour créer un NFT. Certaines vont vous dire spécifiquement que ça vous donne un droit d'utilisation personnelle sur l'œuvre. Ça vous donne parfois même le droit de la diffuser dans votre réseau spécifique. Il y a matière à avoir parfois des petites modalités un peu différentes. Mais encore une fois, c'est très rare d'avoir des jetons NFT artistiques où vous détenez l'œuvre elle-même. Et donc, du coup, ça pose tout de suite la question de se dire, mais pourquoi des gens paieraient 10 000 $ pour acheter un NFT sur, par exemple, un dessin d'une image de singe, hein. Je veux dire, il y a les Ape NFT qui sont toute une série d'œuvres qui sont vendues à des montants très, très compétitifs, je dirais, dans les dizaines de millions de dollars. Et donc, ça pose toute la question où c'est ce qu'on se rend compte des fois, c'est qu'en parlant à ces gens-là, ils s'imaginent qu'ils achètent des œuvres et qu'ils achètent des œuvres qu'ils vont pouvoir revendre, qu'ils vont pouvoir peut-être même faire des œuvres dérivées, enfin s'en servir comme s'ils en étaient des titulaires, ce qui n'est pas le cas. Et c'est peut-être un des enjeux les enjeux pratiques, peut-être les plus importants auxquels on risque de faire face dès qu'on parle d'actifs numériques, c'est qu'il va falloir gérer les attentes des utilisateurs. Et j'aime bien reprendre l'expression, c'est qu'il faut arriver à faire comprendre aux utilisateurs. Et l'enjeu touche bien sûr les NFT, hein, les NFT artistiques, où ça va passer aussi par l'idée de leur faire comprendre que acquérir un NFT ne vous fait pas acquérir l'œuvre d'art en tant qu'elle-même, mais un certain type de droit, voire pas de droit du tout. Vous êtes juste titulaire du jeton lui-même. Mais même sur d'autres types d'actifs numériques, où il va falloir s'assurer que, comme on parle maintenant d'une technologie qui devient accessible à de plus en plus de personnes, comme de plus en plus de personnes, si on mise justement avec les NFT et les crypto-monnaies, qu'il y a des risques aussi associés avec ce genre d'actifs. Il faut bien savoir dans quoi on se lance, je dirais, notamment pour éviter aussi bien d'un risque, je dirais, légal. Hein, je veux dire, si c'est des consommateurs, il y a peut-être, on pourra s'imaginer un jour voir une application de la LPC pour des ventes d'actifs numériques. On a aussi tous les enjeux des autorités réglementaires aussi qui s'intéressent de manière de plus en plus attentive, on ne va pas se mentir, surtout sur les dernières années, sur l'utilisation des actifs numériques dans le cadre de levée de fonds, notamment avec les ICO, hein, les Initial Coin Offering, qui ont fait l'objet d'un certain nombre de fraudes, mais aussi en matière de risques réputationnels, où c'est tout à fait possible d'avoir des gens s'imaginer qu'en achetant les actifs numériques qui ont été émis, se trouvent être complètement à côté de la plaque, je vais le dire ça comme ça, et être extrêmement déçus alors que on avait tenté de bien leur faire comprendre, on avait fourni l'information. Peut-être que par abus de confiance ou parce que l'information n'était peut-être pas clairement affichée, ils ont obtenu un actif qu'ils se rendent compte dont ils n'avaient peut-être pas besoin au final. Donc voilà, peut-être l'enjeu de ces prochaines années en matière d'actifs numériques et de NFT artistiques notamment, c'est à arriver à gérer les attentes et à faire comprendre aux utilisateurs comment tout ça fonctionne sans prendre des raccourcis trop courts. Vulgariser, c'est important. Vulgariser complètement, c'est mieux. Et maintenant, après cette conclusion, semi-conclusion un peu sombre, rentrons quand même sur des exemples pratiques d'utilisation d'actifs numériques et des exemples qui ont plus ou moins marché. J'ai préféré quand même prendre des exemples positifs comme négatifs. Le premier secteur, qui est un secteur qui me parle beaucoup parce que j'ai l'occasion de beaucoup travailler là-dedans, c'est le secteur du jeu vidéo. Historiquement, dans le secteur du jeu vidéo, on a toujours eu un peu cette volonté de créer des actifs numériques, puis je les mets entre guillemets, notamment à travers la création de skins, donc d'apparences que vous pouviez mettre sur votre personnage, sur certaines parties de vos équipements, notamment dans le cadre de jeux multijoueurs. Et l'idée, c'était vraiment de commencer à créer un peu des actifs numériques avec parfois des purs marchés qui existaient. Hein. On a par exemple Valve, qui est un développeur de jeux assez prolifique, assez prolifique en matière de jeux, qui est le titulaire de la plateforme Steam, qui a notamment le jeu Counter-Strike, que peut-être certains connaissent un vieux jeu, qui propose un certain nombre de skins et d'apparences pour les armes de son jeu Counter-Strike Go. Et avec un marché où il est possible de vendre, d'acheter ces skins, parce que ces skins sont obtenus à travers
travers de la chance, vous ouvrez une caisse et puis vous avez un skin au hasard qui vous est donné. Et donc, avec bien évidemment des apparences qui sont plus ou moins rares. On en est même arrivé à des fois avoir des enjeux où les gens tentaient de contourner un peu les systèmes proposés par Valve pour proposer l'échange de ces apparences, avec peut-être le scandale de CSGO Lotto qui était apparu il y a quelques années, où des influenceurs avaient lancé des loteries numériques illégales où vous pouviez parier sur les apparences que vous aviez pour essayer d'en obtenir d'autres de plus grande rareté ou de plus grande valeur. Ou alors des tentatives de vente directe de ces apparences outre qu'à travers les marchés, je dirais, mis à disposition par Valve ou par d'autres éditeurs de jeux de la même trempe, pour essayer d'obtenir des tarifs plus intéressants, de ne pas avoir à payer de frais à ces éditeurs de jeux. Mais encore une fois, on était, même si on commençait à voir apparaître un peu l'idée d'actifs numériques qui étaient attachés à votre compte et qui vous sortaient un peu du lot parce qu'il n'y avait que vous ou que certaines personnes qui aviez un peu ces apparences, on restait encore dans l'idée de quelque chose de très licencié où tout était rattaché au jeu. Vous n'étiez pas titulaire en tant que tel de quoi que ce soit dans l'apparence. Vous aviez juste un droit d'utilisation qui était rattaché à votre compte de cette apparence. Et si Valve décidait de couper le jeu ou de terminer une apparence parce que je ne sais pas, il y avait un quelconque problème avec celle-ci, un scandale, il n'y avait pas grand-chose que vous pouviez faire. De la même manière, de côté inverse, un autre type d'actif, je dirais numérique qu'on a pu voir apparaître, c'est aussi la volonté de créer des monnaies in-game, des monnaies dans le jeu, où c'était possible de venir échanger ces monnaies-là contre du vrai argent. Et donc, de jouer au jeu vous permettait d'obtenir des revenus. Le plus connu aujourd'hui et qui reste un moyen légitime d'obtenir de l'argent et qui a encore beaucoup de succès aujourd'hui, c'est Roblox, qui est un jeu maintenant qui date d'il y a un certain nombre d'années, mais qui vous donne tous les outils pour créer des mini-jeux à l'intérieur de leur plateforme et de proposer à la vente et à la location ces mini-jeux-là que vous proposez. Et il y a des gens de tous les âges. Le jeu était dessiné à la base plus pour un public pour enfants, qui ont réussi à faire des revenus assez conséquents en proposant des petits jeux en ligne au sein de la plateforme Roblox, de l'univers Roblox, qui ont leur succès avec des utilisateurs suffisants pour créer des revenus et parfois même créer des studios. Moi, j'ai déjà collaboré avec quelqu'un qui avait commencé tout seul à lancer son petit jeu, puis qui maintenant gère quelque chose comme 20-25 jeux sur Roblox à travers un studio qu'il a créé juste pour créer des jeux sur la plateforme Roblox. L'autre alternative, même si c'était une alternative qui était moins légitime, voire pas du tout en accord avec les conditions d'utilisation du jeu, c'est la possibilité d'acheter ou de vendre de la monnaie du jeu à travers, avec vos vrais fonds. C'était surtout le cas pour des jeux multijoueurs en ligne, où c'était tout à fait possible de venir sur des marchés tiers, où vous pouviez dire j'ai besoin par exemple de 30 pièces d'or dans World of Warcraft, par exemple, et vous pouviez payer quelqu'un qui avait passé son temps à essayer de récolter cet argent pour qu'il vous le transfère dans le jeu contre du vrai argent. Mais encore une fois, là, on parlait d'un système qui était moins accepté, qui était souvent même interdit par les jeux en question et qui pouvait résulter sur un ban. Et donc, avec tout ça, quand la blockchain a commencé à prendre un peu plus d'importance et surtout en matière de création d'actifs numériques, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait peut-être matière à faire levier avec cette chaîne de blocs pour l'intégrer au sein du jeu ou l'intégrer au sein de solutions existantes. Comme je disais, en général, on s'est appuyé sur les mécanismes de monétisation de skins, d'apparence. On a par exemple, j'ai cité les CryptoKitties, mais les CryptoKitties, mis à part, vous permettent l'occasion de les collectionner. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais on a eu des jeux qui sont plus développés qui sont apparus, comme Axie Infinity, où le concept est un peu le même qu'un Pokémon, je dirais, où vous avez vraiment ces petites bêtes que vous pouvez collectionner, élever, entraîner et faire participer à des aventures et jouer avec. Et encore une fois, ça se chante d'un jeu qui est basé sur la technologie blockchain. Chaque petit personnage est un actif numérique à part entière, associé à un jeton. Vous pouvez donc du coup échanger avec d'autres joueurs sur tout un tas de marchés qui ne dépendent pas directement du publisher, comme on parle de marchés de blockchain décentralisés. On a aussi la possible, maintenant qu'on entend de plus en plus, utilisation de la blockchain
pardon, désolé, pour tout ce qui est de les ventes de terrains numériques ou d'autres créations par des joueurs. Je pense que peut-être que certains ont peut-être entendu parler de Decentraland ou de ce genre de jeux qui sont des univers qui tentent de reproduire des grandes cartes, des grands espaces où vous pouviez, du moins à une certaine époque, maintenant la plupart ont été pris d'assaut, utiliser de la crypto-monnaie, enfin acheter des parcelles de terrain qui vous appartenaient en fait, techniquement, vu que vous déteniez un NFT en lien avec ces parcelles numériques et sur lesquelles, du coup, vous pouviez faire construire des choses. On a revu un regain, je dirais, un regain d'intérêt pour ce genre un peu d'application très pratique de terrain numérique avec tout ce qui est le métavers. On a eu un certain nombre d'éditeurs qui sont venus évoquer la création de leur métavers et la possibilité pour des utilisateurs externes de dire si vous voulez créer, par exemple, une copie de votre bureau dans notre métavers ou peut-être reproduire votre maison ou créer votre, je sais pas, château numérique, vous pouvez acheter un terrain numérique chez nous que vous détiendrez à partir d'un jeton blockchain. Donc, vous pourrez aussi spéculer sur la valeur de ce terrain suivant son emplacement, suivant ce qui se construit à côté, suivant peut-être même ce que vous construisez dessus, pour créer des revenus. Puis, je parlais aussi de création de joueurs. Ça, c'est quelque chose qu'on voit commencer à apparaître maintenant dans certains jeux. Je sais que, par exemple, Minecraft avec Microsoft commence à réfléchir à cette application-là, où l'idée de dire, c'est que on propose à des joueurs de s'investir dans le jeu et de participer à la création d'assets pour le jeu, que ce soit en matière d'apparence, en matière de fonctionnalité, en matière de nouveaux outils qui peuvent être intégrés à ce jeu-là. Et plutôt que de simplement leur dire merci d'avoir participé et puis vous êtes là pour la gloire, on leur propose de créer un jeton, un ou des jetons avec leur création. Et de pouvoir ainsi les commercialiser et de pouvoir potentiellement récupérer des gains sur le long terme, notamment si leur création fait particulièrement l'objet d'un quelconque succès. Et puis, le cas, je dirais, le troisième cas un peu pratique qu'on commence à voir, c'est la création d'une crypto-monnaie dédiée, où plutôt que d'arriver à… Puis là, on sort un peu de l'actif numérique pur où on l'associe à un skin ou à ce genre de choses-là. Des fois, ça vient aussi dans une volonté de levée de fonds. On va dire, voilà, je vais lancer un jeu dans lequel il va y avoir… je vais vendre des feuilles d'érable, ça va être la monnaie de mon jeu, ça va être des feuilles d'érable. Je crée une crypto-monnaie feuille d'érable et je vous donne l'occasion, avant même que le jeu se lance, de commencer à acheter déjà des fonds, donc de créer une ICO, une Initial Coin Offering. Moi, avec les sous, les fonds que je vais lever à partir de cette Initial Coin Offering, je vais être capable de lancer le jeu, de continuer son développement et de l'entretenir. Et puis vous, vu que vous disposez d'un certain nombre de monnaies déjà que vous pouvez utiliser en jeu, vous avez pris un peu de l'avance sur d'autres personnes qui auront peut-être à payer des montants plus importants pour acquérir la monnaie spécifiquement. Puis comme cette monnaie, c'est une monnaie qui est basée sur une blockchain, moi, je décentralise la gestion de cette économie et je peux m'appuyer sur d'autres outils décentralisés pour assurer d'avoir une économie, une gestion de cette valeur monétaire qui est hors de tout système centralisé auquel je pourrais faire le contrôle. Deux exemples très spécifiques qui fonctionnent bien en matière d'actifs numériques et de jeux vidéo. D'abord, on a Blankos Block Party, qui est peut-être le jeu blockchain qui marche le mieux en ce moment. Ça a été lancé en 2019. C'est un jeu multijoueur gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller vous y inscrire. Tout est gratuit, tout est disponible et qui fonctionne sur la chaîne de blocs EOS. L'idée, dès le lancement, ça a été de s'inscrire vraiment dans une volonté de création d'une économie numérique avec une crypto-monnaie dédiée, comme je disais, où tout est basé sur la blockchain. C'est-à-dire que tout ce qui est créé en jeu, que ce soit l'apparence de vos personnages, l'apparence des accessoires que vous pouvez vous équiper, les univers que vous pouvez visiter, les blocs que vous utilisez pour créer ces univers-là, tout ça est attaché à une blockchain et peut donc faire l'objet de transactions avec un marché. Vous pouvez acheter, vendre des apparences, acheter, vendre des blocs que vous utilisez, acheter, même vendre des accès à certains univers, je crois maintenant. Et on a même, comme je disais, la possibilité maintenant pour des créateurs, alors créateurs en général, le terme est plus des personnes connues. Des créateurs peuvent même venir et proposer leur propre bloc pour commencer à générer des profits dédiés, un peu, je dirais, à ce nouvel univers. Et comme on parle d'un univers où ce sont les joueurs qui peuvent venir créer un peu leurs univers et leurs jeux,
On parle de quelque chose qui a un franc succès à ce jour, avec quand même plusieurs millions d'utilisateurs assez réguliers et des possibilités de rachat. Je sais que pour ceux qui suivent l'actualité jeux vidéo en ce moment, on a eu un certain nombre de rachats de studios par des gros éditeurs avec des montants dans les plusieurs milliards de dollars. Je sais que Blancos il y avait eu des rumeurs d'un possible rachat par Microsoft il y a quelques mois pour une somme à 1,25 milliard de dollars US. Donc voilà, donc un succès qui est potentiellement très intéressant et qui surtout ouvre la porte à tous les jeux qu'on appelle les jeux play to earn, où la possibilité va être de permettre d'inciter les joueurs à jouer et à s'engager avec le jeu, à participer à sa création et son évolution pour espérer obtenir soit des nouveaux accès, soit des nouvelles apparences dans le jeu, soit même en tirer complètement un revenu, un peu comme Roblox le faisait, mais en poussant l'idée extrêmement plus loin. Et à tel point que Blancos fonctionne, c'est qu'on n'a pas eu, il y a eu moins de 6 mois maintenant, on a eu carrément Burberry qui s'est lancé dans Blancos et qui a lancé une apparence pour le personnage. Les Blancos, c'est les petits personnages qu'on voit là, mais aussi quelques accessoires, donc le sac à dos, les bouées sur les bras et les chaussures. Quand même, pour vous donner un ordre d'idée, l'apparence du personnage coûtait 300 $, le sac à dos 100 pièces, et tout s'est vendu en fait en 30 secondes. Tout a été vendu en 30 secondes. Il y avait 750 jetons pour le Blancos, donc pour l'apparence du personnage, 1500 pour le sac à dos. Pour les deux autres petits accessoires comme les chaussures, tout ça, les ventes étaient illimitées, mais seulement sur 2 semaines. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, les chaussures, je crois, s'échangent à entre 25 et 30 $ l'unité. Donc, une vraie économie où des gens qui ont fait le pari que, voilà, on parlait quand même d'un jeton Burberry, d'une apparence Burberry qui aurait une rareté quelconque, font aujourd'hui des revenus et sont capables de tirer des revenus d'un jeu vidéo quand même. Et peut-être quelque chose de plus proche de chez nous, on va dire, et plus récent, c'est surtout Ubisoft. Ubisoft Quartz spécifiquement, qui est le nom de la division qui s'occupe de tout ça, avec leur lancement des Digits. Parce que comme je disais, on a eu un certain nombre de jeux qui sont lancés avec l'idée de base qui était on va utiliser de la technologie blockchain pour créer notre jeu, mais on a aussi des éditeurs de jeux, je dirais, un peu plus traditionnels qui ont aussi voulu s'insérer dans ce marché, et notamment pour s'insérer dans ce marché à travers les mécanismes d'apparence et de skin. Les digits, plus spécifiquement, quand on lit un peu la documentation d'Ubisoft, c'est qu'ils le mettent selon 3 avantages principaux. C'est des éditions limitées avec un nombre d'unités disponibles définitif. Ils n'en rééditeront pas. Il y a un numéro de série et puis il y a un historique de détention de ces digits. Vous pouvez, si jamais vous en acquérez un, suivre la chaîne de titularité jusqu'au premier titulaire et avec votre nom de joueur qui sera inscrit. Et donc, comme ça, vous faites l'histoire du digit. Mais encore une fois, on retombe sur des jetons et des actifs numériques qui sont assez spécifiques, notamment, et qui répondent en fait à un peu ce qu'on retrouve en matière de jeux vidéo. D'abord, quand vous obtenez un digit, vous avez un droit de propriété et de contrôle sur le digit et le NFT sous-jacent, mais vous n'avez qu'une licence sur la représentation visuelle pour accéder à celle-ci, la représenter ou l'afficher dans le jeu ou pour autrement la transférer. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en obtenant ce digit, vous avez un titre de propriété sur le jeton et ça vous donne juste une licence sur l'apparence qui lui est associée, mais vous ne détenez pas l'apparence. Puis ça, Ubisoft le souligne à de très nombreuses reprises dans sa documentation juridique. Puis du coup, de la même manière, ils arrivent avec aussi tout un tas de restrictions à propos de ce que vous pouvez faire avec cette apparence. D'abord, vous ne pouvez pas créer des œuvres dérivées, ce qui fait sens. On s'entend que ça va en dehors de la licence qui vous est accordée. Mais vous n'avez aussi pas la possibilité d'utiliser le digit ou l'apparence qui lui est liée pour annoncer, commercialiser ou vendre des produits tiers. Vous ne pouvez pas utiliser de l'apparence dans une vidéo ou un autre média. Donc, c'est vrai que ça avait créé un certain nombre de questionnements à l'époque pour des joueurs qui ont tendance à diffuser la manière dont ils jouent au contenu, où ils se posaient la question, est-ce que ça veut dire que si j'achète un digit, je ne peux plus diffuser mon contenu et gagner les revenus que je gagne en diffusant mon contenu. Il y avait aussi, du coup, de manière assez logique, l'interdiction de commercialiser l'apparence, par exemple sur un t-shirt ou sur quelque chose comme ça, ou de déposer une marque ou un droit d'auteur en lien avec celle-ci. Et puis de manière plus spécifique, l'interdiction de fractionner le NFT ou de séparer l'apparence du NFT, par exemple en venant recréer un nouveau NFT en lien avec l'apparence en question. Puis, outre ces restrictions, il y avait aussi des restrictions un peu à l'utilisation spécifique des digits.
Et ça, on va le voir, je vais vous expliquer pourquoi. C'est d'abord, il y avait une précision que quand vous acquériez ces digits, vous les acquériez uniquement pour être une expérience de jeu, c'est l'expression utilisée par Ubisoft, et afin qu'ils soient utilisés et consommés par les utilisateurs dans le cadre du jeu. Et la limite à tout ça, c'est qu'ils ne pouvaient pas être acquis pour des fins spéculatives ou d'investissement, comme substituer une devise, comme moyen d'échange, de revente et de redistribution. Cette exclusion, elle peut sembler un peu étrange au premier abord, sauf si on se pose la question de se dire, est-ce que les NFT pourraient être un jour considérés comme des valeurs mobilières? Et c'est un peu toute l'idée derrière cette exclusion-là d'Ubisoft, c'est de venir dire que vous achetez un NFT, enfin, vous obtenez un digit qui vous permet d'obtenir une expérience spécifique dans le cadre du jeu, mais vous ne pouvez pas vous attendre à faire des revenus, à faire des profits avec ce digit, que ce soit par la revente ou que ce soit par une autre manière. Et l'idée, c'est vraiment de s'éloigner au maximum d'une possible qualification par une autorité de contrôle de ce digit comme d'une valeur mobilière, et donc que Ubisoft soit obligé de respecter toute la réglementation à ce niveau-là, et notamment toutes les obligations de divulgation d'informations. Autre point assez spécifique, mais qui fait du sens, c'est que, bien évidemment, Ubisoft précise que acquérir un digit ne vous donne aucun droit de propriété dans Ubisoft ou dans le jeu auquel il est associé. Et vous êtes responsable de toutes les taxes et de toutes les charges qui seraient en lien avec ce digit, hein, avec bien sûr une précision que la législation est appelée à changer et que vous ne pouvez pas tenir Ubisoft responsable de quelconque changement en matière de législation sur cette question-là. Bien évidemment, vous pouvez aussi transférer les digits, mais c'est vous qui êtes responsable de vous assurer que la personne à qui vous le transférez répond aux conditions qui sont énoncées, hein, à savoir que la personne ait plus de 18 ans, qu'elle ait le droit de jouer au jeu en question, hein, qui est Ghost Recon, qu'elle détient bien un wallet et tout genre de choses. Donc, des choses qui sont quand même assez difficiles à vérifier quand on est je dirais une simple personne physique. Ubisoft précise aussi qu'ils peuvent percevoir des frais sur la valeur totale de chaque transaction. Ils se sont prévus un droit de suite. Et il y a aussi une limite des places de marché disponibles où vous pouvez échanger cette valeur. Et ce qu'on se rend compte avec ça, ce qui était une annonce que j'avais trouvée assez intéressante et surtout sortie un peu de nulle part, c'est que j'étais un peu curieux de savoir le ressenti. Et aujourd'hui, ce qu'on est capable de se demander, c'est est-ce que d'impliquer des actifs numériques au sein des jeux vidéo, c'est quelque chose qui est un vrai succès? Je ne suis pas certain. Et pour le coup, peut-être que l'enjeu viendra plus de faire comprendre la vraie valeur ajoutée à des joueurs, parce que quand on se rend compte, c'est que l'annonce d'Ubisoft a créé un certain tollé au sein des joueurs qui se sont un peu posé la question de pourquoi ça a été créé, à tel point qu'on a eu droit à une interview d'Ubisoft où ils ont notamment expliqué que les joueurs n'ont pas encore compris l'intérêt des NFT dans les jeux. On a eu aussi 2 autres studios qui, juste après ça, ont annoncé que voilà, nous aussi, on va intégrer des actifs numériques et des NFT dans nos jeux avant de se rétracter. Hein. On a eu Team 17 qui a annoncé que dans Worms, c'est un petit jeu où pareil, vous auriez pu collectionner des actifs numériques sur des apparences de petits vers. Avant, allait annoncer donc, qu'il allait y avoir des NFT qui allaient être intégrés, avant que plusieurs studios qu'ils éditent les condamnent un peu l'utilisation de la technologie et qui se rétractent. On a eu Stalker 2, qui est un jeu qui est en développement depuis un certain nombre d'années, qui envisageait aussi d'utiliser des NFT, annonce 3 jours plus tard, on s'excuse, on n'intégrera pas de NFT dans notre jeu. Et du coup, il va nous falloir un peu plus de temps pour finaliser le développement. Et à tel point que même maintenant, on voit des économies qui étaient basées sur la blockchain. Hein. J'avais mentionné Axis au début, qui, avec le récent crash des crypto-monnaies, a vu aussi un crash de la valeur des NFT qui étaient en jeu et qui maintenant se pose la question de savoir dans quelle mesure ils vont être capables de continuer à supporter le jeu avec une perte de revenus significative. Et pourtant, ce n'est pas une machine qui s'arrête. Hein. Nintendo a mentionné récemment que voilà, les NFT puis le Metaverse, tout ça, c'était une question qui se posait, même s'ils n'étaient pas encore certains de savoir comment ils allaient pouvoir créer de la joie à partir de ces technologies. Et on a aussi GameStop, hein, qui récemment est en train de lancer un marché de NFT, et avec notamment un fonds de 100 millions de dollars pour financer des créateurs d'actifs numériques, et que ce soit à partir d'œuvres, de musique, même de jeux qui seraient vendus à partir de NFT. Donc, tout un univers possible, mais qui pose ces questions. Autre exemple peut-être de l'utilisation des actifs numériques, c'est à titre d'outil de levée de fonds, mais aussi d'accès à une solution. Et j'ai pris l'exemple de Filecoin parce que c'est peut-être quelque chose qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Filecoin,
Filecoin, c'est d'abord une crypto-monnaie qui a été lancée, qui a fait l'objet d'une Initial Coin Offering en août 2017, qui a été un succès non négligeable avec une levée de fonds de 200 millions de dollars en 30 minutes. Ça s'est capé au final à 257 millions de dollars et ça reste aujourd'hui dans le top 10 des plus grosses Initial Coin Offering qui ont pu être faites. Et Filecoin, l'idée, c'est de lancer un système de stockage basé sur la blockchain et qui s'appuie sur cette crypto-monnaie Filecoin, le tout ayant été créé par Protocol Labs, avec des gens qui sont spécialisés dans la gestion, le transfert de données et la gestion la gestion de stockage de données. Et l'idée, c'est qu'en s'appuyant sur un stockage basé sur la blockchain, c'est de proposer un stockage des données qui serait complètement décentralisé, à l'inverse des solutions centralisées qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit Amazon Web Service, que ce soit Azure Cloud ou ce genre de solutions. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir proposer une sorte de marché de données où, si aujourd'hui, vous avez dans votre ordinateur ou sur certaines de vos machines de la place, vous avez la possibilité de vous inscrire au réseau Filecoin et de proposer cet espace à des gens qui voudraient stocker des données ou qui voudraient créer une redondance sur votre système pour une certaine durée. L'idée est vraiment d'arriver à proposer, je dirais, un contrôle plus direct sur ces données plutôt que de simplement les donner à une entité centralisée, les données sous le contrôle d'une entité centralisée, et notamment dans un objectif d'arriver à un Web 3.0 qui serait plus accessible, notamment plus ouvert à des gens qui n'auraient peut-être pas autrement les technologies nécessaires pour y accéder. Comme je disais, il y a une vraie volonté de faire levier de la blockchain. C'est pour ça que l'idée, c'est notamment de s'appuyer sur un système décentralisé qui ne pourrait notamment pas faire l'objet d'une censure. Si aujourd'hui vous vous trouvez dans un pays où le gouvernement pourrait venir vérifier les données que vous êtes en train de stocker, ou peut-être que vous faites appel à des services américains pour lesquels certains des droits que vous êtes en train de ne pas respecter pourraient poser problème. C'est sûr que là, vous faites appel à un réseau complètement décentralisé où personne ne va pouvoir vérifier ce que vous êtes en train de uploader. Vous avez aussi un réseau qui est beaucoup plus robuste. L'un des points de Filecoin est d'expliquer que le réseau sera capable de supporter la connexion et la gestion des données tant qu'il y aura plus de 50% de ces nœuds qui seront connectés. Et aujourd'hui, une solution qui devient de plus en plus, je dirais, réaliste et pratique, puisqu'on voit que le service s'est intégré à des applications tiers pour faciliter la gestion de données et que vous n'ayez pas, je dirais, à vous-même directement à contacter Filecoin, créer les accès à Filecoin, obtenir des crypto-monnaies pour pouvoir payer le stockage de vos données ou la récupération de vos données, et juste simplement passer par un tiers qui, lui, va s'occuper de tout ça et va un peu faciliter le processus. Là où Filecoin est peut-être intéressant, c'est que vous avez deux manières, je dirais, de créer des rôles et de créer de la valeur. Soit vous proposez de l'espace de stockage sur vos machines et vous êtes récompensé sur la quantité de données que vous acceptez d'accueillir, sur la durée pendant laquelle vous hébergez les données, mais aussi pour vous assurer de vérifier de manière assez récurrente que les données que vous supportez sont toujours valides, n'ont pas été autrement altérées ou supprimées, mais aussi qu'il existe peut-être des redondances au sein d'autres personnes, d'autres acteurs du système. Mais il y a aussi tout un aspect de récupération des données où, si aujourd'hui vous utilisez Filecoin puis vous voulez vous assurer de récupérer un fichier, quand vous ne saurez pas exactement quel acteur stocke en ce moment quelles données, il va falloir qu'il y ait des gens qui fassent ce travail pour vous. Et donc, il y a toute une partie de la valeur, de la création de valeur, où des mineurs sont juste chargés de récupérer les données et de s'assurer d'identifier l'endroit où vous pouvez récupérer une information bien spécifique, et ils sont récompensés sur la vitesse de récupération d'un fichier, sur leur temps de réponse, sur la taille des fichiers qu'ils sont en train de récupérer. Et là où l'utilisation de Filecoin est peut-être intéressante, c'est qu'il y a une double utilisation des actifs numériques. Comme je disais, il y avait une volonté de lever des fonds avec la création de leur crypto-monnaie et le lancement d'un ICO. Ça leur avait permis, eux, de se rendre compte que oui, il y avait de l'intérêt quand même pour leur solution. Je veux dire, 200 millions en 30 minutes, je pense que des investissements, des levées de fonds plus traditionnelles aimeraient retrouver un tel intérêt aussi facilement, mais aussi de pouvoir s'assurer de récolter des fonds de manière suffisante. Ça leur a également permis par la suite de venir un peu prouver qu'il y avait un case study efficace à des investisseurs plus traditionnels pour leur solution. Mais aussi, et c'est peut-être ça l'autre aspect intéressant, c'est qu'aujourd'hui, pour participer à Filecoin,
ce soit en matière que ce soit pour stocker des données, ou que ce soit pour proposer du stockage, il faut que vous ayez un portefeuille avec du Filecoin. Et sinon, vous êtes complètement exclu de ce système. Et donc, c'est intéressant parce que là, on arrive un peu à cette idée que l'actif numérique vient s'attacher à un droit d'accès qui vous permet d'accéder à la solution, mais qui vous permet de payer aussi pour celle-ci. Et une des questions que Filecoin est en train d'évoquer, ce serait peut-être de créer des jetons non fongibles, qui seraient des jetons de validation, ou plutôt que de détenir simplement de la crypto-monnaie, de la Filecoin pour pouvoir accéder à la solution. La simple détention d'un jeton de validation vous permettrait d'y accéder et ensuite de négocier des Filecoins suivant vos besoins en matière de stockage, en matière ou pour retrouver des données un peu plus spécifiques. Bien sûr, Filecoin n'est pas complètement absent de certaines inquiétudes, et je dirais d'enjeux. L'enjeu principal, puis qui me touche à titre d'avocat en propriété intellectuelle, c'est comment est-ce qu'on supprime des fichiers. Si aujourd'hui, vous utilisez Filecoin pour distribuer, par exemple, des films téléchargés illégalement et ce genre de choses-là, quelle autorité de contrôle, vers qui dois-je m'adresser pour faire cesser cette distribution illégale des droits d'un tiers? La question aussi s'est posée pour savoir est-ce que des utilisateurs pourraient être responsables s'ils hébergent ou ils transmettent des données illégales? Alors, on pense bien sûr à des données qui violeraient des droits de pays, mais aussi de manière un peu plus grave, des données comme tout ce qui est de la pédopornographie ou tout ce genre de choses-là. On a déjà vu des gens se faire condamner dans des pays pour de la simple détention sans qu'ils en avaient forcément connaissance. Une autre inquiétude qui ressort un peu plus récemment, c'est sur la viabilité sur le long terme du projet, surtout si on parle d'une solution qui essaye de se placer comme une solution de stockage de données efficace sur le long terme avec des vraies redondances et une vraie sécurité. Si on voit aujourd'hui un crash de la valeur d'un certain nombre de crypto-monnaies, notamment du Filecoin, où du coup certains s'inquiètent en se disant mais est-ce qu'on devrait trouver peut-être du financement plus traditionnel pour s'assurer que le projet ne ferme pas parce que le coin crash et que tout le monde le vende et arrête de faire vivre le réseau et de le gérer. Mais l'un dans l'autre, ça reste aujourd'hui l'une des ICO les plus importantes à ce jour et ça reste un case study qui fonctionne bien. Et je vous invite vraiment à essayer d'aller stocker vos données là-dessus. Vous êtes sûr qu'au moins personne n'utilisera vos photos pour entraîner de l'intelligence artificielle, comme certaines compagnies que je ne nommerai pas. Plus technique maintenant, et puis c'est moi mon domaine d'expertise, donc on risque peut-être d'y passer un peu moins de temps, mais il y a la question des equity tokens et security tokens, donc vraiment des jetons à titre de titre, où là l'idée c'est d'y associer des instruments, soit des instruments financiers, soit des actions, soit des actifs bien spécifiques. On a deux types un peu de valeurs à ce niveau-là qui sont utilisés pour créer de la levée de fonds à partir de ces actifs numériques. On a soit les Equity Token Offering, les ETO, où l'idée c'est d'associer à chaque jeton des actions pour lever des capitaux liquides. Donc l'idée c'est vraiment de créer à partir des jetons d'actions des équivalents qui seraient basés sur la chaîne de blocs des certificats d'actions classiques. L'un des gros enjeux qu'on retrouve de plus en plus avec les ETO et qui font qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le plus facile à mettre en œuvre, c'est qu'il y a de plus en plus les autorités réglementaires ou les banques d'ailleurs qui sont en charge des sociétés qui font des ETO s'inquiètent un peu sur l'information qui est fournie à ce titre-là. C'est aussi l'inquiétude générale qu'on a avec les ICO. Hein. On n'a pas envie que le public se fasse arnaquer ou fasse l'objet d'une fraude quelconque. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que maintenant, les ETO tombent un peu dans cette espèce d'interprétation au cas par cas, où il faut toujours faire l'exercice de savoir est-ce qu'on devrait se soumettre à une diligence, à une possible diligence préalable par une autorité de contrôle ou par une banque pour prouver qu'on dispose d'un investissement suffisant et du moins qu'on ait un investissement solide. Ou bien est-ce qu'il va peut-être même falloir qu'on édite un prospectus ETO qui serait similaire au prospectus traditionnel si on faisait appel à une levée de fonds publique. Encore une fois, moi, mon expertise, je suis un peu plus familier des ICO, mais le concept reste le même, c'est que dès qu'on parle d'utiliser la blockchain et les actifs numériques pour lever des fonds de cette manière-là, ça renvoie toujours à la question de se dire est-ce qu'on est en train de toucher à des valeurs mobilières? Et ne pas oublier que ça reste un monde qui est très réglementé, où le terme qu'on emploie importe moins que la définition et l'interprétation qu'on est capable de faire du jeton.
De la même manière, le pendant qu'on a, c'est le Security Token Offering, souvent proposé par offre publique. On les utilise beaucoup plus, cela, pour échanger des actifs financiers réels, puisqu'ils sont garantis par un actif, que ce soit de l'or, que ce soit une valeur quelconque. En général, les investisseurs ou les groupes d'investissement ont tendance à les considérer comme un peu plus sûrs que les ICO, parce que les Security Token Offerings sont pour le coup couverts de manière très, très générale par des obligations réglementaires qu'on connaît bien. Donc, ça donne tout un tas de garanties et de certifications et de rassurer un peu des investisseurs potentiels, notamment dans un historique d'ICO qui se sont trouvés être des arnaques ou être du moins des choses qui ne présentaient pas toutes les informations qui étaient disponibles. Encore une fois, la distinction entre une ICO et un Security Token Offering va toujours dépendre de la fonction du jeton et des attentes qu'on va créer. Comme je disais, c'est toujours l'enjeu des contrats d'actifs mobiliers, d'actifs numériques et de valeurs mobilières, c'est qu'il faut moins s'intéresser aux termes qu'on emploie plutôt qu'à l'interprétation qu'on est capable d'en faire. Et peut-être qu'à ce niveau-là, ce qui est peut-être intéressant à noter, et moi l'exemple que je donne là-dessus, c'est peut-être des moyens intéressants pour lever des fonds. Il y a eu des succès, il y a eu des fonds qui ont été levés avec succès dans différents cas. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ceux qui s'y lancent là-dedans le font une fois où on les reins solides, je dirais, pour supporter un peu ce genre de levée de fonds. Et l'exemple le plus souvent que j'emploie, c'est Newfund, qui était une société filiale de Fifth Force GmbH, une société allemande. Ils avaient lancé un ETO pour leur société mère, les premiers en 2018. Ils avaient annoncé l'ETO. En grande pompe, à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit parce que tout le monde s'était un peu les attendait un peu au tournant en voyant comment les choses allaient tourner et voir les problèmes qu'ils avaient peut-être rencontrés, soit avec les autorités réglementaires, soit avec des investisseurs. Ils avaient volontairement pris un certain nombre de mesures pour essayer de limiter le risque, notamment en excluant tous les investisseurs américains pour éviter que les SEC américaines s'y intéressent et en mettant un processus de validation des investisseurs pour s'assurer qu'à chaque fois, on parlait d'investisseurs suffisamment qualifiés. Et donc ne pas avoir à divulguer tout un tas d'informations ou de préparer tout un tas de prospectus spécifiques. Mais cependant, ce qui s'était passé, c'est que après une première due diligence à laquelle ils s'étaient soumises par un organisme de contrôle fiscal, ils étaient venus mettre l'investissement minimum à 100 000 pièces pour s'assurer qu'effectivement, tous les investisseurs qui investissaient étaient des gens qui avaient la capacité et les reins solides pour investir malgré les risques tout ça flop. Et malgré un premier succès prometteur, parce que ce premier TO a été un succès, et à l'époque, Newfund avait annoncé qu'ils avaient eu beaucoup d'intérêt par d'autres sociétés qui étaient intéressées à lancer un ETO ou du moins à obtenir leur collaboration pour lancer leur ETO. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu beaucoup moins d'ETO que prévu dans les années qui ont suivi. Et c'est même pire, c'est qu'en début 2022, après un long silence en 2021, Newfund vient d'annoncer qu'ils allaient fermer boutique. À la place, Fifth Force GmbH a annoncé aussi qu'ils allaient pivoter hors de tout ce qui était les valeurs mobilières digitales, sans forcément annoncer ce que c'était. Et une des raisons que Newfund évoque pour expliquer sa fermeture, c'est que pour eux, les marchés et la réglementation qui existe en ce moment en termes de valeurs mobilières et de levée de fonds n'est pas du tout adaptée à la réalité des actifs numériques et de la blockchain. Donc, dossier à suivre. Peut-être qu'un jour, on arrivera à quelque chose d'un peu plus simple. Who knows? Who knows? Ce que je peux vous dire, c'est que les AMF et les SEC de ce monde s'y intéressent quand même. Je veux dire, on a quand même des bacs à sable législatifs là-dessus qui sont intéressants. Les Decentralized Autonomous Organizations, c'est un cas un peu particulier, mais qu'on voit apparaître maintenant au sein de certaines sociétés, notamment des sociétés qui veulent faire de la responsabilité sociale des entreprises et notamment intégrer des stakeholders dans leur gestion. Une organisation autonome décentralisée, c'est quoi? C'est une organisation qui fonctionne par smart contract pour établir des règles de gouvernance spécifiques. On va donc déployer ça sur une blockchain avec des règles transparentes et qui sont immuables, parce qu'une fois que c'est déployé, on ne peut pas fermer un DAO sauf
les règles, sauf suivant les règles qu'on a prévues. On ne peut pas non plus venir changer les règles, sauf si on a prévu un peu les mécanismes pour. Donc, c'est pour ça que c'est un peu immuable. Et l'idée, c'est vraiment de créer un système de gouvernance entre nous. On va dire, si on est aujourd'hui, tous ceux qui sont présents, membres d'un DAO, on va être capable de se gouverner pour prendre un certain nombre de décisions, pour prendre un certain nombre de décisions suivant des règles qu'on aura établies au préalable. En général, le principe, c'est de dire si vous détenez un jeton de notre DAO, vous avez le droit à un droit de vote. On s'est rendu compte assez vite quand les premiers DAO ont été créés que des fois, c'était un peu compliqué que tout le monde puisse voter sur toutes les décisions. Donc maintenant, on a des DAO avec des mécanismes de réputation où on est capable de dire peut-être que sur certaines décisions, par exemple légales, on ne veut que ce soit que des avocats qui puissent voter. Sur certaines décisions plus scientifiques, on ne veut que ce soit que des experts dans ce domaine scientifique-là qui puissent voter. Et donc, avec des jetons spécifiques pour s'assurer que les bonnes décisions soient prises. Mais ce qui est intéressant, c'est que les DAO n'a pas de forme juridique très claire à ce jour. C'est vraiment des groupuscules qui sont créés hors dehors de toute structure je dirais, légale qu'on connaît et qui, du coup, sont souvent obligés de s'appuyer sur des tiers qui, eux, sont des tiers établis pour faire exécuter leurs décisions. Puis, à ce titre-là, j'ai peut-être quelques exemples. Le premier DAO qu'on a vu sortir, c'est The DAO, avec un nom très imaginatif. Qui fonctionnait par smart contract. Je me suis rendu compte que ma slide ne s'est pas mise à jour quand je l'ai enregistré, mais je vais vous faire quand même le topo. Donc, qui était un premier DAO qui s'était lancé en 2017. L'idée à l'époque était de venir dire que lancer une blockchain, ça prenait des fonds, c'était compliqué à faire tout seul et qu'il y avait une volonté de proposer une blockchain différente des autres pour chercher à mutualiser l'investissement des personnes au sein d'une blockchain et notamment au sein des marchés financiers plus traditionnels. Ils sont venus créer Slock.it, qui a été une blockchain qui leur permettait de gérer leurs fonds de crypto-monnaie. À ce jour, The DAO reste peut-être l'exemple le plus courant qu'on voit qui a bien fonctionné parce que Slockit a pu sortir des choses. Je n'ai pas vérifié le succès Slockit dans les dernières années, mais aux dernières nouvelles que j'avais eues sur The DAO, les choses s'étaient un peu plus calmées. Mais voilà, c'était peut-être historiquement le premier qu'on a vu apparaître en 2017. Mais je voulais surtout parler des DAO pour deux enjeux un peu plus récents, notamment Constitution DAO, qui avait été lancé en novembre 2021, avec l'objectif de racheter une copie originale de la Constitution américaine qui allait être mise en vente à Sotheby's quelques temps après. Le DAO demandait, il fallait faire une mise de fonds initiale pour obtenir un jeton et pouvoir voter. Tout ça leur a permis de lever quand même 47 millions de dollars. Ils étaient présents lors de l'enchère. Ils ont malheureusement perdu l'enchère parce que la Constitution a été vendue plus haut que leur dernière offre à 43,2 millions de dollars. Ils n'avaient pas fait une offre plus importante parce qu'ils avaient le sentiment que sinon ils ne seraient pas capables d'assurer la conservation en fait, de la copie originale qu'ils allaient pouvoir obtenir. Mais devant cet insuccès, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'ils sont prêts à venir rembourser les gens. Les participants, moins bien sûr les gas fees, donc les frais de transaction. Mais c'est peut-être le DAO qui a failli le plus marcher et qui a eu beaucoup de succès pour être reproduit avec des gens maintenant qui essayent de mutualiser leurs fonds et leurs intentions pour, par exemple, essayer de booster des créateurs, booster la création de certains contenus numériques, que ce soit des jeux, que ce soit des séries télévisées ou des films, avec même maintenant quelques producteurs de cinéma qui s'intéressent à la volonté peut-être de créer des DAO pour lever des fonds et faire voter des participants sur la création de leurs films. Pourtant, les DAO ne se passent pas toujours très bien. J'ai l'exemple de Spice DAO qui a fait un peu les manchettes il y a quelques semaines. Pareil, DAO qui avait été créé avec la volonté cette fois-ci de racheter une copie originale de Dune. C'était ça l'idée initiale. En réalité, ce qu'ils essayaient d'acheter, c'était une copie originale d'une bible de production de l'adaptation de Jodorowsky. L'adaptation de Jodorowsky qui a été pas un très grand succès, on va se le dire comme ça. Ils ont réussi à obtenir aux enchères ce livre original. Ils ont proposé 2,66 millions d'euros quand même pour obtenir ce livre. Et c'est là où
où les ennuis ont commencé, c'est que juste après ça, ils ont fait un tweet en mentionnant que voilà, maintenant leur objectif qu'ils avaient obtenu ce livre, ça allait être de le rendre le livre public et de le diffuser au maximum et de créer une série animée qu'ils essaieraient ensuite de vendre aux services de streaming. Alors là, je vous avoue que moi, comme d'autres personnes en propriété intellectuelle, on s'est un peu posé la question avant de se rendre compte qu'en fait, les gens qui étaient membres de ce DAO avaient pensé qu'en achetant une copie originale d'un livre, qui n'était même pas le livre Dune, soit dit en passant, ils obtenaient un peu le droit d'auteur sur ce livre et qu'ils allaient donc pouvoir en faire ce qu'ils voulaient, ce qui n'était bien sûr pas le cas. Aujourd'hui, des derniers échanges que j'ai pu voir passer dans Spice DAO, dans leur serveur, ils sont en train de se poser la question de savoir quand est-ce que le droit d'auteur sur Dune va disparaître pour pouvoir créer des œuvres dérivées. Ils se posent même la question de créer une œuvre dérivée qui ne serait pas du tout inspirée de Dune pour essayer de récupérer une partie des fonds dépensés. Mais voilà, peut-être que les DAO, il faut quand même s'assurer que les intentions soient bonnes au début et que tout soit assez clair. Et dans ce contexte, ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, c'est difficile d'établir par la suite une responsabilité dans les DAO, parce que c'est même des fois difficile d'identifier les responsables. Et encore une fois, c'est important de s'assurer de gérer les attentes des participants sur qu'est-ce que le droit de vote va donner, quel est l'objectif du DAO, est-ce qu'on est obligé de mettre une mise de fonds initiale, comment ces fonds vont être gérés, parce que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que les DAO qui ont eu tendance à échouer, c'était des DAO qui manquaient de transparence et de clarté. Comme je disais, les DAO pour les entreprises, ça devient de plus en plus des outils pour tout ce qui est de la gestion responsable, la RSE et ce genre de choses-là, et notamment pour intégrer des stakeholders, donc vraiment des gens qui n'auraient pas à gérer un intérêt économique direct dans votre société, dans votre entreprise, mais qui seraient touchés par ces activités et donc pour lesquels ça pourrait être intéressant d'avoir parfois leur avis sur certaines questions. Et l'intérêt d'avoir un DAO, c'est qu'on automatise tout le processus et on est capable de valider un peu en amont avec des jetons que les personnes qui peuvent voter sont les bonnes personnes, je dirais. Et puis, un dernier peut-être exemple rapide, c'est la monétisation du contenu. Je l'ai mentionné un peu au début, il y a le NBA Top Shop qui est peut-être le meilleur exemple d'une entreprise ou du moins d'un groupe qui a réussi à monétiser son contenu avec succès. Le NBA Top Shop, l'idée, c'est que quand un joueur de la NBA fait une action particulièrement mémorable, marque un score d'une manière mémorable, fait une passe ou un blocage d'une manière mémorable, l'extrait vidéo est enregistré, il crée des jetons sur cet extrait vidéo et vous pouvez les acheter. Acheter le jeton vous donne le droit de revisionner l'extrait pour votre usage personnel ad vitam aeternam. Et vous avez aussi la possibilité de revendre ces NFT sur un marché dédié sur lequel ils touchent des revenus. Comme je disais, c'est un succès monumental, à tel point qu'on a un certain nombre d'autres organisations sportives, dont les Jeux Olympiques, qui s'interrogent peut-être sur la possibilité de créer un peu le même système pour d'autres compétitions. Mais encore une fois, ça pose la question de la valeur un peu de ces NFT. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut plus l'associer à pas des jetons qui sont utiles, et à des jetons artistiques qu'on pourrait associer un peu, vous savez, aux cartes de collection, comme les cartes de hockey, même pas les cartes, je vous dirais, Magic, avec lesquelles vous pouviez jouer, sur lesquelles l'utilité pratique est quasiment inexistante et sur lesquelles c'est la rareté en fait qui crée la valeur. Et puis ça renvoie tout ça à un questionnement profond et qui est plus social sur la chaîne de blocs et la technologie, où on est capable de se demander quelle est la valeur exacte d'une crypto-monnaie, si ce n'est la valeur sociale qu'on est tous capables de lui accorder en vertu d'un contrat social et d'une acceptation commune, comme on est capable de le faire, par exemple, sur ces NFT. Mais comme je disais, ça a donné lieu à tout un tas de concepts dérivés, avec maintenant des streamers qui font un peu la même chose, qui proposent des NFT sur leur contenu, des influenceurs qui créent des jetons sur leurs photos. J'ai aussi entendu parler d'un comic book sur lequel ils allaient se financer en créant un jeton par case, histoire de communautariser un peu cet aspect-là. Mais encore une fois, en achetant le jeton, vous ne détenez pas un droit sur le comics, vous participez juste un peu à ce comics et vous n'avez même pas un droit de vote. Donc voilà, se pose toujours un peu la question de la valeur exacte de ce que vous achetez et de ce que ça vous donne droit. Donc, assurez-vous que tout ça soit bien clair. Puis les actifs numériques, très rapidement, je vois le temps passer, puis je voulais quand même une petite période de questions. Je pense que l'imagination
est la seule limite peut-être des applications qu'on ne voit pas encore. On parlait des nouvelles sources de revenus avec la création de contenu. On voit les musées maintenant s'y intéresser. On a le British Museum et The Collection qui ont créé tout un tas de NFT sur les œuvres d'Okusai avec des différents niveaux de rareté. Parce que leur idée pour eux, c'est les gens étant moins allés au musée à cause des événements de notre chère pandémie actuelle, ils cherchaient un autre moyen de créer des revenus pour eux. Et ils se sont dit que peut-être les NFT allaient être une option à ce niveau-là. Pour l'instant, ça a l'air d'être un succès, vu qu'ils envisagent peut-être de faire une seconde collection avec un autre artiste. Il y a aussi l'idée d'utiliser un peu les actifs numériques et les NFT, les jetons non fongibles, comme une sécurité, un objet de collection avec les billets de spectacle. Ou acheter votre billet de spectacle vous donne également droit à un NFT que vous pouvez titulariser. Quand vous allez venir scanner votre billet, il va y avoir un double contrôle qui va être fait pour vérifier que le ticket est valide et que vous détenez bien le bon jeton pour éviter la vente de faux tickets ou la revente de tickets sur des marchés gris non contrôlés. Et puis après, ce jeton-là, comme il a perdu son utilité, un peu de sécurité, devient une sorte d'objet de collection où vous êtes capable de prouver que je détiens à la fois le billet, mais je détiens aussi le jeton qui prouve que j'étais bien présent à ce dernier concert de Céline Dion avant la pandémie, par exemple. Donc, peut-être une autre utilité, pas très coûteuse et qui pourrait être utile pour vos entreprises, surtout quand on parle dans le divertissement. On voit aussi apparaître la question des jetons en matière d'outils d'authentification. Ce n'est pas quelque chose de très récent. Le concept a été apparu depuis moi, je sais que j'ai parlé de ça depuis un petit bout de temps. Peut-être le plus récent qu'on voit et qu'on voit notamment dans le domaine du luxe, c'est Aura, qui est une organisation qui a été créée par différents consortiums, différentes entreprises dans le domaine du luxe, où l'idée, c'est de venir apposer par QR code un jeton sur toutes les créations qu'ils font. Vous êtes capable de scanner pour vérifier l'authenticité de ce qui vous est vendu et donc de vous assurer que si jamais sur le marché secondaire, vous voyez un de leurs produits, vous êtes assuré que c'est un produit légitime et pas une mauvaise copie ou quelque chose qui aurait pu être volé aussi de la même manière. Un autre outil peut-être assez intéressant qu'on voit arriver, c'est la possibilité de le voir comme un outil de transfert ou de contrôle. J'ai touché un peu avant sur cette question-là, mais il y a des solutions qui commencent à se créer là. Comme c'est possible de venir moduler les termes d'un jeton, il y a des gens qui s'interrogent sur la possibilité de créer des jetons qui soient des vrais outils légaux pour faire, par exemple, valider des contrats de cession, des contrats de licence ou même des souscriptions. Et donc, par exemple, le fait, pour accéder à un service, ce ne serait plus une clé qu'il faudrait rentrer, ce ne serait plus, je dirais, installer le logiciel ou quelque chose comme ça, ce serait juste de détenir un jeton qui serait validé que vous êtes bien le bon détenteur pour vous donner accès à un service en particulier. Bien sûr, ça pose tout un tas de questions en matière d'adoption et de mise en œuvre de cette solution. Je veux dire, si aujourd'hui, je vous vends une licence avec un jeton et que vous revendez cette licence, est-ce que moi, je voulais que la licence soit transférable? Il y a des questions un peu pratiques comme ça. Puis très, très, très rapidement, le temps passe beaucoup trop vite et c'est moi qui parle beaucoup trop. Quelques petits enjeux autres pratiques sur les NFT, les jetons, les actifs numériques en général. Il y a toujours l'enjeu de s'assurer que quand vous l'associez à un jeton non fongible à quelque chose, qu'il faut qu'il y ait un lien qui soit existant et que le lien reste valide. Sinon, vous avez un jeton qui n'a pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle le link rot et qui renvoie vers quelque chose qui n'est plus existant. Moins problématique, un enjeu en matière d'œuvres numériques, ça peut être un enjeu particulièrement problématique si on parle de biens physiques. Si vous perdez le lien physique, si vous perdez à la fois le bien physique et puis le jeton, comment est-ce qu'on accroche l'un à l'autre et comment on donne une valeur quelconque au jeton? Il y a toujours l'enjeu de la confiance dans les jetons, mais ça, c'est l'enjeu de confiance en matière de la blockchain. La blockchain a sorti les acteurs de confiance et les intermédiaires de confiance, mais maintenant, on se pose la question de qui est responsable en fait de la confiance qu'on donne dans les informations qu'on rentre. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que c'est les gens qui sont au bout de chaîne. Donc, si par exemple, vous créez un NFT pour suivre la production d'un riz certifié biologique en Chine, l'assurance que le riz est bien biologique, que le riz que vous en avez dans vos assiettes est bien le riz biologique, vous n'aurez aucun mal à le suivre parce que le jeton, effectivement, aura pu être transféré entre différents transporteurs ou personnes jusqu'à arriver dans votre assiette. Mais si la personne qui a produit
qui a produit le jeton et qui a produit le riz utilise des insecticides et des pesticides, vous n'aurez pas vraiment un riz bio. Et c'est un peu sur cette personne-là en fait, que maintenant repose la confiance. Peut-être plus spécifique en matière de NFT, il y a toujours le risque de double tokenisation. Hein. Rien ne vous empêche de voir des gens prendre votre œuvre et créer un second token sur celui-ci, ou même d'être créateur et de créer plusieurs tokens après avoir juste dit « moi, je ne crée qu'un jeton initialement ». On a aussi toujours la critique qui, je pense, prend de plus en plus d'ampleur maintenant en matière de NFT, mais aussi de blockchain sur les critiques environnementales. Ce sont des réseaux qui sont énergivores pour être entretenus, pour être maintenus. On voit du coup un shift maintenant avec l'apparition de blockchains qui sont plus écologiques, hein, où par exemple on passe par du proof of stake pour essayer de limiter un peu la consommation d'énergie pour faire fonctionner le réseau. Mais ça pose toujours la question sur la valeur ajoutée globale de cette technologie dans notre société. Comme je disais, enjeux aussi fiscaux en matière de blockchain et notamment d'actifs numériques. Ce n'est pas toujours très clair la manière dont les législateurs veulent traiter ce genre de choses-là. Qu'est-ce qu'il faut déclarer? Qu'est-ce qui se passe si vous créez un actif numérique? Comment vous intégrez une valeur quelconque dans cet actif numérique? Pour l'instant, la tendance a l'air de dire que tant qu'il n'y a pas de vente, il n'y a aucun événement imposable. Hein. C'est la décision qu'on a eue juste aujourd'hui, ce matin, de l'IRS américaine pour dire que voilà, s'il n'y a pas eu de vente et si vous détenez des jetons et que vous ne les avez pas vendus et que vous avez obtenu par minage, stacking ou quoi que ce soit d'autre, vous n'êtes pas obligé de les déclarer, vous ne serez pas imposé dessus. Bien sûr, comme on le disait, enjeu relatif aux valeurs mobilières avec les actifs mobiliers, c'est toujours l'obligation de venir faire un peu le test pour savoir si on est face à une valeur mobilière. Qu'est-ce que c'est un investissement en argent dans une entreprise commune dans l'espoir de faire un profit? On a quelques indices, mais on reste dans une position assez ouverte de la part des autorités réglementaires qui préfèrent laisser un peu les choses se faire et réagir aux besoins. Comme je le disais, tant que les gens sont dans un espace d'incompréhension et de manque de clarté, il y a toujours l'enjeu en matière de protection des consommateurs, hein, surtout avec une adoption plus globale des actifs numériques, où c'est possible un jour qu'on ait des gens qui disent « vous m'avez fait une vente frauduleuse, ce n'était pas ce que j'espérais acheter quand j'ai acheté votre actif ». Qui sait, peut-être qu'un jour, on se retrouvera avec des affaires un peu spécifiques là-dessus. Et puis, ça, c'est toujours l'enjeu plus général de la blockchain. C'est que, comme on parle de quelque chose qui est décentralisé, qui est global, ça pose toujours la question de comment est-ce qu'on fait pour faire respecter les termes qui sont attachés à un jeton qui ne seraient pas inclus dans son code quand le jeton est transféré à quelqu'un d'autre. Comment est-ce que je supprime un jeton? Comment est-ce que je récupère un jeton qui aurait été transféré dans les mains d'un tiers? Quels sont mes remèdes qui existent si un jour j'ai le bien qui est associé au jeton qui disparaît? Toutes des questions pour lesquelles on est encore un peu en train de tâtonner, je dirais, dans le noir. Et à ce titre-là, je pense que la blockchain, comme les NFT, et puis les NFT à large, les actifs numériques, c'est peut-être le cas d'école du droit des technologies, où ça démontre bien qu'en matière de droit, on est toujours un peu à la traîne en matière de technologie, on est toujours un peu plus dans une tendance à réagir plutôt qu'agir, soit parce qu'on est dans un manque de compréhension, soit parce qu'on a une volonté de laisser faire les choses pour pouvoir réagir efficacement. Toujours est-il que c'est important de se préparer en amont autant que possible et de se poser les bonnes questions et d'essayer de chercher à comprendre les choses, parce que c'est comme ça qu'à titre de juriste, on sera capable d'apporter, je dirais, les réponses les plus utiles et les plus perspicaces. Voilà, c'était la fin en marathon de cette présentation qui était beaucoup plus longue que prévu. Je suis désolé, j'avais coupé du contenu. Merci beaucoup, Maître Gaudin. Je vois des gens qui ont affiché la main. Moi, je vous applaudis. C'est gentil. Je vous applaudis directement. Écoutez, beaucoup d'informations, beaucoup de réflexions. Je pense que je ne parlerai pas beaucoup. Moi, j'ai des questions, mais je vais plutôt laisser la parole. Est-ce qu'on pourrait peut-être prendre, je sais que le temps, on pourrait peut-être prendre une ou deux questions? Moi, je suis ouvert. Moi, je suis disponible. Ben, moi aussi, aucun problème. Donc, la parole est à vous. Commentaires, questions, voilà. Donc, vous pouvez intervenir là, directement. J'étais donc d'une clarté limpide. Non, je vois Édouard qui lève la main. Oui, Édouard. Attendez-moi juste un instant parce que je vois qu'il y a un commentaire. Je veux juste m'assurer. Oui, est-ce qu'on peut arrêter le partage d'écran? Oui, bien sûr. C'est possible, bien sûr. Oui, Oui, merci. Oui, Marie-Claire, merci oui, donc, Édouard, allez-y, je vous écoute. Votre micro.
Oui, bonjour, bonjour tout le monde. C'est une conférence très intéressante. Moi, je vous dirais qu'à un moment là, je me suis demandé si je connaissais encore un peu le droit. Donc, parce que faire le lien entre tout ce que vous dites et puis, bref, ce qui nous intéresse en tant que juriste, ce sont les aspects juridiques de tout cela. Alors, il y a eu un problème aujourd'hui qui est apparu dans le devoir, une personne, une entreprise qui a décidé de vendre les droits moi, j'ai appelé ça des droits numériques sur des œuvres musicales qu'elle vendait pour d'autres personnes. Donc, de même, j'ai regardé sur Internet, comme ça, en me baladant. Tout le monde connaît Quentin Tarantino, je vais prononcer en français, Quentin Tarantino, et il a annoncé qu'il vendait des NFT qui portent sur son fameux film-là, Pulp Fiction. Mais le film, il a été réalisé par une société du nom de Miramax qui a dit non, ça ne va pas. Les NFT, ils nous appartiennent. Alors, Miramax a décidé de porter plainte en accusant Quentin Tarantino de violation du droit d'auteur. Alors moi, ça m'amène à poser une question. Quels sont les démembrements, n'est-ce pas, du droit de propriété sur les NFT? Parce que ici, supposons que c'est M. Tarantino il a quand même proposé le scénario. Donc, il a l'origine du scénario. Cependant, c'est quelqu'un d'autre qui a réalisé le film. Est-ce qu'en proposant le scénario, qu'il l'ait vendu à Miramax ou qu'il soit demeuré propriétaire, quand même, c'est lui qui a créé l'œuvre. Donc, quelle est l'articulation entre le droit d'auteur et puis le NFT dont on parle par la suite? Donc, c'est quoi les démembrements des NFT? Voilà. C'est une très bonne question. Ça fait exactement partie du genre de questions que moi j'ai à peu près toutes les semaines. Peut-être juste très rapidement sur la question du démembrement de propriété pour Monsieur Tarantino, juste parce que c'est un domaine qui me parle. En général, pour des gens comme ça qui écrivent des scénarios ou qui participent à la réalisation ou à la création de films, on s'assure qu'ils cèdent tous leurs droits et qu'ils renoncent à tous leurs droits moraux dans le cadre du contrat avant de réaliser quoi que ce soit. Ça évite justement après de se retrouver à de la co-titularité de droits d'auteur, qui est vraiment pas des situations agréables pour personne, je dirais, qui manque beaucoup de clarté. Donc là, c'est assez clair que dans ce genre de cas-là, sauf si, encore une fois, M. Tarantino disposait d'un pouvoir de négociation non négociable, que, à mon avis, tout appartenait à Miramax. Mais ça pose bien sûr la question de se dire, qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui quelqu'un prend votre œuvre? Je ne sais pas, peut-être qu'Edouard, vous dessinez beaucoup et vous postez toutes vos photos, tous vos dessins sur Instagram. Moi, je me dis, ah bah tiens, j'aime beaucoup ces œuvres, je vais créer des NFT et je vais me faire plein de millions de dollars avec tout ça. Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, la question, c'est, ça va plus porter sur les conditions qui sont mises en place par les plateformes. Je dirais que c'est un peu la solution pratique que nous, on a tendance à employer. C'est que les plateformes mentionnent bien que pour créer le NFT à travers leur service, il faut être le titulaire des droits d'auteur dans l'œuvre, ou il faut avoir les autorisations du titulaire. Sinon, il y a tout à fait matière à déposer des mécanismes d'IMCA, pour ceux qui connaissent, qui sont des mécanismes pour demander le retrait d'une œuvre qui violerait ou d'une diffusion qui violerait un droit d'auteur spécifique. Mais, et puis c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'encore une fois, le NFT, en tant que tel, créer un NFT, je ne suis pas sûr, ça pose vraiment la question de se dire, en matière de droit d'auteur, à quel point est-ce que créer un NFT, c'est vraiment violer un droit d'auteur? Parce que diffuser un NFT en tant que tel, s'il ne contient pas l'œuvre directement, vous n'êtes pas en train de diffuser l'œuvre, vous êtes en train de diffuser un contenu numérique, un actif numérique qui est potentiellement associé par une œuvre parce qu'il y a une URL qui est inclue et qui renvoie à cette œuvre-là. Mais ça renvoie toujours à la question qu'on avait aussi avec tout ce qui était le torrent, la technologie torrent, qui était de dire, est-ce que de rendre disponible la possibilité de télécharger une œuvre illégale, c'est violer le droit d'auteur parce que vous êtes en train de diffuser l'œuvre? Alors là, on rentre sur des mécanismes un peu techniques du droit d'auteur, mais mon point avec ça, c'est de dire que quand vous créez un NFT aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de démembrement du droit d'auteur, il y a juste la volonté de donner une licence sur ce droit d'auteur. Donc, le droit d'auteur vous appartient toujours. D'ailleurs, c'est ça l'enjeu de beaucoup de personnes, c'est que certaines personnes s'imaginent qu'il y a justement eu ce transfert, cette cession, alors qu'en fait, il y a juste une toute petite portion des droits qui vous est accordé, mais même pas transféré, juste accordé. Et même à ça, en général, c'est tellement limité que ça pose un peu la question de se dire, dans certains NFT, c'est même pas si précis que ça, qu'il y a vraiment un droit d'utilisation. Et donc, vous achetez un jeton qui est associé à une œuvre, mais vous n'avez techniquement pas le droit de la diffuser autrement, vous n'avez pas le droit de l'utiliser personnellement.
Et ça renvoie toujours à cette même question de dire, mais c'est quoi la valeur intrinsèque d'un NFT quand vous n'avez pas de droits qui sont associés? Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un peu, que je mentionnais au début, cette question de est-ce que les NFT ont en plus fait du mal à la blockchain, entre guillemets? C'est qu'il y a eu ces attentes et c'est un peu ces expectatives de beaucoup de gens qui se sont dit, ah ouais, ça va permettre de même… Moi, j'ai même eu des gens qui m'ont dit, j'ai créé un NFT, donc j'ai protégé ma propriété intellectuelle. Alors là, j'ai toujours un petit moment où je dis, comment ça? Je dis, ah bah, j'ai créé un NFT, ma propriété intellectuelle, mon droit d'auteur, il est enregistré. Ah non, ce n'est pas la même chose. Et c'est un peu tout ça, mon point avec ça, c'est que comme en matière de beaucoup de technologies, et surtout de la technologie blockchain, il y a souvent eu la vulgarisation qui était manquante. On a des gens qui ont des attentes et qui, des fois, s'imaginent qu'il y a des choses quand ce n'est pas forcément le cas. Et c'est pour ça que ce genre de question de démembrement de droits en matière de NFT est importante et surtout important d'être clarifié, parce que ça permet de s'assurer que quand on repart un peu sur la question des actifs numériques, que ce soit de la création de jetons de titres ou de jetons de valeur, on soit capable de dire, voilà les droits que j'associe à ce jeton, que je les associe en dehors du jeton ou directement en jeton par un smart contract, pour m'assurer que tout soit clair et qu'il n'y ait pas de déception d'un quelconque utilisateur ou acheteur potentiel. Est-ce que ça répond à la question? C'était une longue réponse. Merci. Autre question, commentaire? Peut-être juste pour prendre la suite sur la réponse que vous avez fournie à la question d'Édouard. Donc, lorsqu'on met en parallèle cette effervescence pour les NFT versus cette méconnaissance de la part de monsieur, madame, tout le monde, croyez-vous qu'il y ait nécessité de faire quelque chose? Est-ce que… Bon, vous avez terminé votre présentation. J'ai pris beaucoup de notes. Enfin, je pense, par exemple, à une société comme la France, où on a réglementé, on est intervenu là, à plusieurs reprises, alors qu'ici, ben, écoutez, c'est le Far West. Donc, c'est le calme plat. Donc, le législateur est sourd et muet. Quel est votre avis si on prend l'exemple des NFT? Ouais, si on prend… et puis, c'est toute la difficulté et puis, c'est pour ça que je critique à la fois le droit qui est toujours un peu dans une position de réaction à chaque fois envers les technologies, mais c'est une critique amicale, je dirais, parce que d'un autre côté, pour avoir traité aussi avec des gens qui travaillent en législation, je sais que le travail est difficile, on n'a pas envie de mettre en place une législation quelconque qui viendrait bloquer de l'innovation dans notre pays, on ne voudrait pas non plus devenir nos propres concurrents pour que nos jeunes pousses technologiques partent dans une juridiction qui soit, je dirais, moins restrictive sur l'innovation. Donc, j'ai toujours un peu de mal à être très en faveur d'une législation, d'une réglementation très sévère. Là, dans le cadre des NFT, peut-être ce qui m'ennuie beaucoup plus, c'est que, comme on le disait, c'est vraiment une adoption par le public et surtout par un public qui n'a peut-être pas parfois les bonnes connaissances pour savoir les achats qui sont faits. Et peut-être plus que d'une réglementation d'arriver avec on interdit les NFT à tout le monde, enfin, il faut réglementer ce genre de choses-là. Peut-être que de reprendre sur des choses qui sont faites, par exemple en matière de valeur mobilière, comme s'assurer que les gens disposent d'informations nécessaires ou qu'ils acceptent au préalable qu'il y ait un risque ou qu'on garantisse que ce soit des gens qui soient… on a le terme d'investisseurs compétents, d'investisseurs avec des connaissances suffisantes en matière de valeur mobilière, de reprendre peut-être un peu ce même concept-là, ou avant même de pouvoir seulement se créer un compte, je ne sais pas, sur OpenSea ou Rarible ou ce genre de choses-là, il y aurait tout un tas d'informations qui vous soient données, mais en un langage vraiment très simple de « attention, vous achetez un jeton, vous n'achetez pas l'œuvre, vous n'avez pas le droit dans l'œuvre, ceci c'est ce qui vous est donné, vous n'avez aucune responsabilité là-dessus, vous risquez de payer des taxes ». Tous ces enjeux-là, ce serait peut-être, je dirais, la première étape facile qui causerait, je dirais, pas trop de douleur aussi bien pour les gens qui sont dans le secteur de la blockchain. Je veux dire, fournir de l'information et de l'information claire, ça devrait être quand même le premier mandat quand on est dans ce milieu-là, tout en étant facile pour un législateur à mettre en place, parce que rien ne n'empêche après, par règlement, de venir préciser un peu l'information qui doit être donnée ou de venir préciser des conditions un peu plus faciles. Je dirais que, de mon point de vue, d'un point de vue pratique, c'est peut-être le plus simple. Après, je reste quand même dans l'optique qu'on parle d'une technologie qui avance très vite, qui innove très vite. C'est pour ça que, par exemple, les bacs à sable des AMF ou ce genre de choses-là, je pense, sont une très, très bonne idée
pour permettre l'innovation sans qu'on se tire une balle dans le pied, hein, sans qu'on ait tout le monde qui passe d'un autre côté de la frontière. Mais c'est sûr que quand on a des technologies qui sont adoptées par le grand public comme ça, on est peut-être obligé de réagir un petit peu plus rapidement pour éviter les problèmes. Merci. Oui, Édouard, peut-être dernière question? Oui, allez-y. Oui, je suis conscient que je monopolise la parole. Ma question va être très simple. Si quelqu'un d'autre veut parler, on est là pour ça. Alors, est-ce qu'il est possible, Maître Gaudin, est-ce qu'il est possible d'adosser la valeur d'un NFT à un objet tangible, tel que l'or ou n'importe quelle autre pierre précieuse? Quelque chose, en tout cas, qui a une valeur fixe, ou même quelque chose qui a une valeur variable, quand on sait que même l'or, quand même, il n'a pas toujours la même valeur. Donc, moi, je pose la question parce que la spéculation dans les transactions sur les NFT, c'est celui qui paie le plus qui l'emporte. Donc, pour être certain que la valeur des NFT qu'on achète ne va jamais descendre, est-ce que c'est possible vraiment d'adosser sa valeur à un objet tangible? Voilà. Ça se fait, effectivement. C'est tout ce qui est notamment les tokens security et equity tokens qui peuvent être adossés avec soit des actions, soit effectivement des biens plus tangibles. Je sais que pour avoir travaillé en Europe avec un consortium qui réfléchissait à ça, que l'idée avait été lancée de créer un fonds de sécurité. L'idée était de dire, bah voilà, on crée un fonds de sécurité où on va par exemple mettre 200 millions d'euros et ce sera la valeur minimale garantie pour les actifs numériques qu'on va émettre. Eux avaient vraiment plus volonté d'émettre des actifs numériques pour chercher de l'investissement. Bon, pour des enjeux de réglementation, parce que ce n'était pas très clair sur le marché secondaire, ce qu'ils voulaient faire, comment tout ça allait pouvoir être transactionné après coup, ça ne s'est pas fait. Mais oui, c'est tout à fait possible de le faire. La question, et c'est toujours un peu l'enjeu avec les NFT et le purement digital, c'est est-ce que détenir le NFT vous donnera forcément le droit d'arriver à obtenir, par exemple, la quantité d'or à laquelle il est adossé? Dans ces cas-là, on retombe à nouveau sur la nécessité de faire appel à des tiers de confiance. Pour un réseau décentralisé, ça pose peut-être des questions philosophiques, enfin, une ironie philosophique qu'il faut se poser. Mais oui, c'est des questions qui se sont posées. Encore une fois, la question est toujours la même, c'est comment ça va être qualifié par le droit, et notamment par les valeurs mobilières. Ça, c'est toujours un peu, je dirais, la question centrale dès qu'on commence à parler de valorisation des NFT pour des investissements. Mais ça se fait. Et je sais que c'est par exemple une des raisons pour lesquelles on a certains pays d'Amérique du Sud qui commencent à se poser la question de transférer une partie de leur richesse, notamment de leur réserve centrale en or, en crypto-monnaie et d'assurer une crypto-monnaie qui soit publique et nationale, mais qui soit adossée à de l'or. Comme une autre valeur, en fait. Oui, ça commence à… C'est des réflexions qui apparaissent. Je vois que Nicolas a la main levée. Oui, bonjour, excusez-moi, merci. J'avais une question plus en lien avec le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Je vois un peu quand même ici une porte ouverte, à défaut de réglementation, de pouvoir laisser ouvert à de nombreuses personnes la joie de bénéficier de ce genre de système. J'imagine que bien sûr, encore une fois, c'est dans la réaction qu'on sera, mais c'est un peu avoir de vos commentaires à ce sujet. Bien sûr, mais je l'évoque pas, je l'évoque rarement directement. Je préfère l'évoquer de vive voix, mais c'est une des interrogations de pourquoi est-ce qu'on a eu des NFT artistiques qui se sont vendus à tel montant au début de GIAD 2021 et que plusieurs personnes se sont demandé s'il n'y avait pas une volonté de blanchiment d'argent, soit par des groupes criminels, soit par effectivement du terrorisme. Et c'est sûr que c'est une inquiétude qui devrait se poser. C'est peut-être ça pourrait justifier notamment de mettre de la réglementation en place pour que, par exemple, les gens qui émettent des NFT soient identifiés auprès d'un organisme de contrôle. Je veux dire, on a FinTrack ou ce genre de choses-là qui fonctionnent bien à l'international pour suivre les questions de blanchiment d'argent et de transfert de fonds à l'international. Mais encore une fois, en imposant un peu ce genre de limites, on est en train de dénaturer aussi peut-être le réseau qui s'appuie quand même sur de l'anonymité, sur de la décentralisation. Et c'est un peu toute cette balance qu'on a entre un réseau et surtout des acteurs du réseau qui sont parfois très impliqués dans la défense des concepts et des principes de base, et qui du coup vont rejeter un peu toute tentative de venir moduler ça avec de la législation, de la réglementation. Et de l'autre côté, c'est sûr, une technologie qui comme le mentionnait M. Bouchard, est
le Far West en ce moment. Donc, c'est sûr qu'il y a forcément des abus quelque part. Je veux dire, le Bitcoin a bien servi pendant très longtemps avec Silk Road en matière de marché noir sur le Deep Web. Ça continue aujourd'hui. Monero est la crypto-monnaie favorise, que si jamais vous voulez faire des échanges non traçables, je vous recommande, puisqu'il y a tout un tas de sécurités qui ont été mises en place pour s'assurer que justement, vous ne soyez pas identifiable même en suivant les transactions. Donc oui, c'est des enjeux dont les gens sont conscients. Après, est-ce que des fois on ne se cache pas on se met pas la tête dans le sable? C'est une autre question, ça. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup, Maître Gaudin. C'était vraiment très, très intéressant. On voit que vous êtes passionné par le sujet. Moi, j'ai beaucoup appris, j'ai pris beaucoup de notes. Donc, je vous remercie infiniment. Puis au plaisir de pouvoir se rencontrer en présence pour une prochaine conférence là, en lien avec les nouvelles technologies, dont la chaîne de blocs. Tout le monde, je vous remercie d'avoir participé. Et puis, je vous invite, la prochaine conférence, elle est prévue pour le 27 février, je crois. Donc, c'est une conférence qui va porter sur la tokenisation, donc un usage particulier donc, de la chaîne de blocs. C'est prévu, on essaie en présence, mais bon, on verra. Si ça ne fonctionne pas, écoutez, on va basculer une fois de plus en ligne. Merci encore, Maître Gaudin. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci N'hésitez pas à me joindre par courriel. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Au revoir.